Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir demandé de présider cette séance, qui recouvre mes centres d'intérêt. Le découpage de cette séance, il est finalement classique: entrer dans le supérieur, évoluer dans le supérieur et, en écho à ce qui vient d'être dit, choisir son supérieur. Alors pour la première partie, je suis particulièrement content d'accueillir Mélanie Caillot et Frédéric Forest, puisque ce sont mes ex-collègues à l'inspection générale. Et je noterai en riant qu'on les présente, ce que je trouve très bien, d'abord comme docteurs avant d'être inspecteurs généraux. Et je leur laisse la parole. Dans l'ordre où ils vont. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Jean-Richard, c'est comme ça qu'on dit pour cette petite introduction. Donc, en fait, on voulait se présenter, mais on l'a déjà été. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Frédéric qui va faire quelques remerciements. Bonjour à toutes et à tous. Frédéric Forest, donc inspecteur général également. Merci beaucoup tout d'abord de nous avoir invités. Voilà, Madame Bertoni et Monsieur Matas Duvigneau. Merci pour cette invitation. Nous sommes très honorés et nous sommes d'autant plus aussi honorés et aussi très heureux de pouvoir faire cette présentation sous la présidence de Jean-Richard Sitterman. C'est toujours aussi pour nous un grand bonheur. Vous l'aurez noté, nous ne sommes pas juristes avec Frédéric. Néanmoins, on a essayé de s'intégrer dans la thématique de ce colloque. Et donc, on est parti un peu de l'intitulé des travaux, qui était le choix de poursuivre ses études, la question du supérieur. Donc, on s'est demandé finalement quel est le choix de poursuivre ses études aujourd'hui dans le supérieur, quand les objectifs nationaux sont d'atteindre 60% d'une classe d'âge diplômée du supérieur et que les plus diplômés sont aussi ceux qui accèdent le plus à l'emploi. Le taux de poursuite dans le supérieur est de plus de 90% pour les bacheliers généraux. Alors, il est un petit peu moins important pour les autres types de bacheliers, mais on s'est plutôt posé la question de est-ce que le droit à la poursuite d'études, c'est la question de la poursuite ou dans quelle formation on va poursuivre ces études. Et en poursuivant cette réflexion, on s'est interrogé sur les mécanismes de régulation et en quoi ils favorisent ou au contraire, ils contraignent le choix qui peut être fait par l'élève. En France, on a aujourd'hui des mécanismes de régulation qui passent finalement par une procédure de préinscription ou d'affectation, qui est toujours l'objet de beaucoup de débats. C'était déjà le cas avec admission post-bac, APB, et notamment la question du tirage au sort. On avait en 2017 244 000 étudiants qui avaient mis en premier vœu une licence. Et parmi ceux-là, 29 000 avaient fait l'objet d'un tirage au sort. C'est-à-dire qu'ils avaient mis une licence en premier vœu dans leur ordre de priorité, alors que la licence qu'ils demandaient voyait des demandes qui excédaient leur capacité. Ça a pris effectivement une ampleur importante. J'étais moi-même à la DGCIP, j'étais directeur général de l'enseignement supérieur par intérim à ce moment-là. Je me souviens parfaitement de cette question, avec notamment des contentieux sur les champions de karaté qui avaient été refusés en STAPS, par exemple, parce que tirés au sort. Aujourd'hui, le débat s'est déplacé avec Parcoursup. C'est déplacé sur la question des capacités d'accueil limitées, qui finalement ne permettent pas d'accueillir tous les candidats qui ont classé les formations. En 2020, on avait sur 12 743 formations enregistrées sur la plateforme hors apprentissage, environ 1000 de ces formations qui ont appelé tous les candidats. Ou on pourrait dire seulement 1000 qui ont appelé tous les candidats. Ce qui fait que Parcoursup est devenu aujourd'hui un sujet de société, un sujet majeur dans le débat public, parce qu'il matérialise et symbolise l'entrée dans l'enseignement supérieur pour la jeunesse, avec un droit à la poursuite d'études qui est affirmé par la loi de 2018. Voilà. Et l'instauration de Parcoursup, qui de fait a été un compromis politique entre la sélection et la poursuite dans la formation de son choix. Suite à la mise en place de cette plateforme, les ministres ont souhaité avoir un premier bilan des affectations. Ça a été l'objet de notre travail
piloté par Mélanie Caillot et Olivier Sidokpou. Et donc nous vous proposons aujourd'hui de vous faire part des conclusions de ce rapport qui a été mené sur l'articulation entre la réforme du lycée général et Parcoursup au travers d'une analyse des vœux des candidats et puis voir comment les conclusions de ce rapport finalement questionnent le droit à l'éducation pris ici plutôt comme droit à la poursuite d'études. Donc on va vous faire juste un petit résumé. On a trouvé que c'était peut-être pas opportun, compte tenu du temps, de passer en revue tout le rapport, sachant que si jamais vous êtes intéressé, il est accessible en ligne, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Donc comme l'a dit Frédéric, on a analysé les vœux émis par les bacheliers 2021, donc première cohorte depuis la réforme du lycée général. On a regardé les propositions qui leur avaient été faites par les formations et les admissions au final, c'est-à-dire la façon dont les candidats avaient accepté ou non ces propositions. Et on trouvait intéressant, d'ailleurs, au passage, de voir que l'État s'intéresse de plus en plus à la mise en œuvre des politiques au plus près. Nous, on le voit forcément parce que ça fait partie de nos missions, mais on a l'exemple de Parcoursup, mais on peut aussi citer le travail qui a été mené sur la réforme des études de santé, par exemple. Et là, pour le coup, c'est Frédéric qui pilotait ce travail. Donc, nous, dans le cadre de cette mission, on a travaillé non seulement à partir de nombreuses données statistiques, évidemment, la base de données Parcoursup en lien avec les services à Toulouse, mais aussi, et là c'est peut-être aussi la spécificité de notre méthodologie de travail, en allant rencontrer les acteurs de terrain, et on a rencontré à peu près 220 formations pour lesquelles on est rentré vraiment dans le détail de la façon dont ils opéraient leur recrutement via Parcoursup. Donc au final, on en a tiré 13 recommandations qui portent à la fois sur les indicateurs et leur partage entre les différents acteurs, la prise en compte de la mixité et des cordées de la réussite, on y reviendra après, l'augmentation du taux de boursiers, la clarification des critères, ça a été mentionné tout à l'heure sur l'importance que ça avait, on l'a bien mesuré nous aussi à notre niveau, et notamment la prise en compte du lycée d'origine qui est un des critères qui a fait pas mal parler de lui. Et bien sûr, la cohérence des attendus affichés et des critères appliqués. Et dans un prolongement aussi qui serait peut-être opportun de mener sur la question spécifique des BTS, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et donc, au regard de ce travail, et comme je disais, on n'a pas voulu décliner le rapport, mais par contre, on a essayé de voir dans quelle mesure ce travail-là pouvait s'articuler avec la thématique, et on a essayé d'en sortir quelques questions, en l'occurrence 3 questions qu'on va essayer de vous présenter là avec Frédéric. La première de ces questions, c'est comment la visibilité et la lisibilité des poursuites d'études possibles participent-elles de ce droit à l'éducation, en quelque sorte. Aujourd'hui, on peut intuitivement se dire qu'effectivement, le fait de poursuivre ces études nécessite de connaître les possibilités qui s'offrent à chacun de nous ou à soi. Et c'est finalement de plus en plus le rôle de ce qu'on a pu appeler l'État plateforme. Et aujourd'hui, Parcoursup joue ce mécanisme d'appariement, tel que par exemple l'a étudié Julien Grenet, qui a encore avec un article récent sur le sujet, plateforme qui fait qu'on peut avoir 950 000 candidats qui se sont présentés pour candidater en 2018 dans 13 200 formations et en 2021 dans 19 500 formations. Vous voyez, la plateforme ici joue son rôle de présentation de l'offre. Et de l'ensemble de l'offre. Et en tout cas de plus en plus large, hormis effectivement quelques formations privées, mais on va y revenir. En tout cas, effectivement, c'est devenu un point incontournable d'entrée dans le supérieur, et pas simplement pour les néo-bacheliers, puisqu'on a en 2021, les lycéens de terminale, les néo-bacheliers, représentaient 68% des candidats, les 2 tiers. Mais donc c'est quand même loin d'être l'ensemble. Donc, de fait, on peut considérer que Parcoursup et cette plateforme a permis de franchir un pas, ou en tout cas de dépasser ce qu'on pourrait qualifier d'orientation pour les seuls initiés. La diversité des formations est présentée, les prérequis sont explicités, les rapports d'examen des vœux sur les critères y sont déposés, et les calendriers sont aussi harmonisés. Ça a été un sujet, par exemple, avec Sciences Po Paris, notamment, aujourd'hui, qui est sur la plateforme. Donc, on a aujourd'hui une même procédure. Enfin, le fait d'être sur Parcoursup constitue aujourd'hui de plus en plus une sorte de signal qualité, d'où d'importantes demandes, y compris pour des formations privées.
Voilà ce sur quoi on voulait insister pour répondre à cette première question, sachant que cette visibilité, cette mise en visibilité n'est toutefois pas forcément synonyme de lisibilité du système, puisqu'on assiste plutôt à une diversification croissante de l'offre, notamment post-bac. Alors la deuxième question qu'on s'est posée, c'est finalement, est-ce que le droit à la poursuite d'études, c'est le droit d'avoir la formation de son choix ? Donc, on l'a dit, Frédéric l'a cité, la problématique du tirage au sort qui ensuite a donné lieu à la création en 2018 de Parcoursup. Je ne vais pas vous relire tout, mais Parcoursup, c'est une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation. Donc ça, c'était des éléments qui nous paraissaient importants de rappeler. Et dans notre rapport, la mission qu'on a menée, on a particulièrement travaillé sur la question de l'accès à la formation de son choix, en analysant les vœux des candidats et ensuite, finalement, quelle était la structure des vœux et la structure des admis dans les formations pour voir s'il y avait des différences ou pas de différences. Donc, peut-être ce qu'on peut rappeler en préambule, c'est que la réforme du bac rompt avec la logique des séries. Je pense que tout le monde ici est au courant. Mais il y a un renversement dans le rôle et les prérogatives respectives de l'élève et du conseil de classe en termes d'orientation. Quand à l'époque des séries, le conseil de classe avait le dernier mot finalement pour accepter ou pas ou orienter l'élève dans une série en particulier, alors que à présent, le choix des spécialités revient à l'élève, que ce soit en fin de seconde ou en fin de première générale. J'en reste vraiment sur le lycée général. Et si on regarde dans le prolongement ensuite de la procédure Parcoursup, on a ce même choix du candidat, puisque c'est à lui que revient le dernier mot finalement d'accepter ou pas les propositions qui lui sont faites. Donc on est vraiment dans une individualisation de plus en plus grande, et ça a été dit juste avant sur la question de l'orientation. On voit bien la responsabilisation accrue et précoce des élèves, donc qui pèsent, on l'entend bien, et pour lesquels on peut peut-être dire qu'ils deviennent entrepreneurs d'eux-mêmes finalement. Donc une fois qu'on a analysé les données, qu'on a rencontré nos formations, on en a conclu que les besoins et les attentes étaient plus ou moins satisfaits. C'est-à-dire que la structure des admissions dans les formations, en termes de profil de doublette, est essentiellement le reflet de la structure des candidatures. Donc globalement, les formations, elles accueillent un grand nombre de doublettes, mais avec un cœur de cible qui correspond à des choix qui peuvent paraître cohérents. Par exemple, on va retrouver très fréquemment la doublette sciences de la vie et de la terre, physique, chimie, avec l'option maths complémentaires pour entrer dans les études de santé. On va retrouver 50% des admis en droit qui ont suivi la spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Inversement, si on part des élèves, on va faire le même constat, c'est-à-dire que pour des élèves qui ont fait le même choix d'enseignement de spécialité, il va y avoir une diversité de formations, mais avec là aussi une concentration plus forte dans certaines formations. Par exemple, le profil sciences économiques et sociales et maths va majoritairement vers les licences de sciences économiques et gestion, et ensuite vers les écoles de commerce post-bac. Sur les profils maths, physique, chimie avec maths experte, on a 75% qui vont vers des formations scientifiques. Donc on a quand même un resserrement et une certaine cohérence et logique dans ces parcours ou dans ces choix post-bac. Et dernier constat, c'est que les écarts dans le niveau de diversité des profils sont plus à relier au champ disciplinaire, avec une grande diversité en SHS et une moindre diversité dans les filières scientifiques, plus qu'au caractère sélectif ou non de la formation. Alors, on avait choisi de prendre l'exemple des IEP au regard du lieu où nous sommes aujourd'hui, donc en signalant que les candidats dans les IEP ont des profils très très proches de ceux en droit. Donc sur les IEP, on a la même répartition entre les candidats et les admis. 60% avaient la spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, pardon. Une quasi-disparition du profil scientifique, c'est quand même un élément important. Donc on voit bien que c'est plus la filière des bons élèves, mais il y a un choix en amont. Donc ils représentaient moins de 5% des admis, alors qu'ils étaient plus de 20% encore l'année dernière. Donc c'est vraiment important. Par contre, la différence entre les IEP et le droit, ça va être la sélectivité sur le niveau académique, puisqu'on a 91% des admis qui ont une mention très bien.
alors qu'ils étaient 43% dans les candidats. Voilà. Et donc, ça fait le lien avec un élément qu'on a pu voir dans le rapport sur l'importance du niveau scolaire, des fois plus que du profil ou des choix de spécialité. Alors nous, on n'avait pas les données quantitatives qui nous permettaient de modéliser et de pouvoir regarder, toutes choses égales par ailleurs, quels étaient les critères prépondérants. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que par exemple, les candidats qui avaient l'option maths experte avaient plus de propositions que les autres, quel que soit leur choix. Mais on a vu aussi que c'était une population où il y avait 40% de mentions très bien, qui est de loin celle où il y a le plus de mentions très bien dans l'ensemble. Donc, il faut relativiser aussi dans le discours ce qu'on a pu entendre sur les spécialités et les choix. Voilà. Et je vais aller directement à la sélectivité accrue parce que du coup, on a la visibilité de Parcoursup a induit aussi un nombre augmenté de candidats dans les formations sélectives. On avait l'exemple de l'IEP de Bordeaux, par exemple, où il y a eu plus 125% de candidats, ce qui est énorme. Donc, comme le nombre de places est resté le même, forcément, le taux de sélectivité a diminué. Donc, finalement, un élargissement du vivier, mais avec des chances d'accès qui diminuent pour l'individu. Et on en déduit aussi que face à cette sélectivité accrue, la question de la transparence prend de plus en plus d'importance, évidemment, et pour avoir une vraie légitimité, finalement, de cette procédure. Et c'est notre troisième question. Est-ce que la transparence qui est mise en avant est entravée par l'opacité des procédures de recrutement ? Parce qu'effectivement, on l'a dit, il est essentiel de pouvoir connaître les poursuites d'études. Il est aussi essentiel de pouvoir les comprendre, de comprendre les possibilités de poursuite d'études dans un système qui est foisonnant. On assiste plutôt à une complication, une individualisation des parcours qui parfois peuvent être des obstacles à la poursuite d'études. On pense à la réforme des études de santé, effectivement complexe entre les parcours accès santé, licence accès santé, sans forcément un discours unifié au niveau national, et des choix qui sont différents parfois entre les établissements. Ce qui est bien, ce qui aussi questionne cette lisibilité. C'est pas forcément mal qu'il y ait une diversité. La question, c'est qu'elle puisse être lisible par les candidats et par les familles. En tout cas, au-delà de la connaissance de l'offre de formation elle-même, qui peut être diversifiée, la lisibilité du système passe aussi par la connaissance et la compréhension des attentes des commissions d'examen des vœux. Et là, Mélanie l'a dit, on a rencontré plus de 220 formations, et on a questionné cet aspect. Et donc, on peut reposer la question de Parcoursup, finalement, au-delà de l'information importante qu'il prodigue, est-ce qu'il est un outil d'équité et de transparence ? Certes, on a sur Parcoursup des mêmes informations pour tous. On l'a dit, les attendus, les rapports d'examen des vœux, d'ailleurs trop peu connus par les formations elles-mêmes. On a un processus qui est explicité, d'autant plus qu'il est national, que les calendriers sont harmonisés, qui va essaimer pour la partie master. Bon. Pour autant, il reste à progresser, notamment dans la cohérence de ce qui est affiché avec les critères du jury. Et probablement, nous manque ici de transparence et nombreux tableaux. Qui est dans les faits et en droit, en quelque sorte, justifié par le secret des délibérations de ces commissions. Et voilà, on pose la question, effectivement, on questionne cet aspect. Certaines commissions, par ailleurs, ont choisi d'être explicites sur les critères dans leur rapport, d'autres pas. Mais en tout cas, on a ici quand même une véritable question de confiance des citoyens envers les politiques publiques. Et il peut y avoir un contraste qui apparaît entre la multiplicité des critères qui sont pris en compte, la complexité des opérations de classement, en particulier pour les formations les plus sélectives, et puis un manque de transparence qui peut être symbolisé par le caractère globalement incomplet des éléments qui sont portés à la connaissance des élèves et des familles durant les stades de la procédure. Alors je dis élèves et familles, et donc le Monde du jour titre sur sa première page « Pour les profs, Parcoursup reste toujours un mystère. L'opacité des mécanismes de sélection de la plateforme d'orientation laisse souvent les enseignants perplexes. » Oui. Les enseignants aussi eux-mêmes. Donc il y a toute une question. Je signalerais quand même qu'il y a 3-4 jours, la dernière page du Monde, c'était « Il ne faut pas tirer sur Parcoursup ». L'éditorial.
Oui, alors c'est l'impression qu'on donne, ou tu parles du monde. Oui, tu parles du monde, oui, bien sûr. Non, mais tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut arriver à penser le fait qu'on a gagné sur la présentation et la diversité des formations, la compréhension, la mise en visibilité de 19 500 formations selon un calendrier harmonisé, avec des prérequis, avec les rapports. Ça, je pense qu'on a gagné. Sur la question des critères des commissions d'examen des vœux, il y a des questions qui s'opposent encore. Voilà, alors, certains, comme Julien Grenet, proposent des critères nationaux. C'est aussi un peu ce que font les STAPS. Voilà, alors ça a aussi un peu une résonance différente pour les formations qui ont un programme national ou un maillage territorial important comme les CPGE, les BTS, les BUT. Voilà, bon, les licences, elles, ont une autonomie aussi plus forte, hein, bien qu'elles délivrent un diplôme national. D'ailleurs, certains recrutements reposent sur une procédure commune. Les IEP, les écoles de veto, les écoles d'ingénieurs post-bac, les IFSI. Donc, il y a vraiment une forte diversité d'organisation. Et chaque acteur, finalement, a pris ses décisions sans forcément qu'il y ait eu une réflexion sur ce point d'ensemble, sur leur opportunité. Par ailleurs, on peut aussi noter que ces décisions ont été prises et les candidats n'ont pas la possibilité de vérifier par eux-mêmes, finalement, l'application des critères. Au-delà de la seule question de la transparence, on interrogeait également parfois la pertinence, sinon la légalité, de certains critères qui avaient été pris en compte. Par exemple, on a rencontré la prise en compte du latin, notamment dans certaines formations ou les formations d'études de santé, ou plus problématique, bien sûr, la question de la prise en compte du lycée d'origine. Voilà. En tout cas, il y a des différences de traitement entre les territoires qui peuvent interpeller, qui sont parfois difficilement compréhensibles. On a un recrutement qui est propre à chaque CPGE, alors qu'on a une formation qui a les mêmes programmes partout. Et finalement, effectivement, on peut s'interroger. Encore plus largement, la mission s'est interrogée sur certains objectifs de politique publique, la question de l'augmentation de la mixité dans les formations. Et on s'interrogeait sur le fait de savoir si le genre ne pourrait pas être pris en compte plus fortement et assumé. C'est la recommandation numéro 2. Afficher certes des objectifs de mixité, et pourquoi pas examiner la possibilité aussi d'évolution réglementaire pouvant permettre à des formations de favoriser cette mixité, en accord avec des principes généraux, bien sûr, d'égalité et d'équité. Sur un autre point, et également, la lutte contre les inégalités d'accès, faire de l'objectif d'accueillir les boursiers une obligation de résultat sur les admissions plutôt que sur les seules propositions. Parce qu'on a aujourd'hui effectivement des taux qui sont appliqués sur les propositions, mais comme on a des formations sélectives qui définissent le dernier classé, ce taux ne correspond pas souvent au taux réel sur les admis. Donc, pour conclure, nous souhaitions insister sur la question, cette question de la réalité de la mise en œuvre. On l'a évoqué. Et en introduction, et la question du suivi des politiques publiques, finalement, au-delà de leur conception. On a peut-être une question en France qui est effectivement de s'assurer de la mise en œuvre concrète des objectifs de politique publique. C'est pour ça que c'est intéressant, plaide pour notre paroisse, mais d'avoir l'inspection générale qui puisse aller voir l'application des réformes au plus près de leur mise en œuvre. C'était le cas sur les études de santé, c'est encore le cas aujourd'hui sur Parcoursup, pour voir la réalité de leur mise en œuvre. Ce matin, j'étais à un séminaire de l'Association des femmes dirigeantes de l'enseignement supérieur qui évoquait par exemple les formations au biais de genre au moment des comités de sélection, avec une incitation. Est-ce que c'est la réalité de la mise en œuvre? Est-ce que vous, en tant qu'enseignant-chercheur, dans les derniers comités de sélection que vous avez présidés ou auxquels vous avez participé, est-ce que vous avez eu ces formations? Donc il y a vraiment une question d'évaluation des politiques publiques sur la mise en œuvre et bien sûr après sur leur impact. Je reviens à un autre sujet, c'est vrai par exemple sur la question des cordées de la réussite. Et je conclus, c'est ma conclusion. C'est au-delà de l'affichage des cordées, il s'agit de les identifier sur Parcoursup. On a aujourd'hui une étiquette qui existe,
où on peut identifier les élèves, elle n'est pas prise en compte. Elle ne l'a été par aucune des formations que nous avons rencontrées. Voilà, il y a encore un sujet, ça va l'être et probablement ça va progresser, mais aujourd'hui, ça n'était pas le cas. Pareil sur les boursiers, nous l'avons dit, pousser une logique jusqu'à une obligation de résultat sur les admis. Voilà, on est proche de notre conclusion, Jean-Richard. Il nous reste 2 phrases, en fait. Donc, sur la réalité du droit à la poursuite d'études, on s'est interrogé aussi sur la manière de donner du corps au continuum Bac-3, Bac+3, et notamment sur le rôle des autorités académiques, la façon dont le pilotage peut être plus déconcentré et adapté à la singularité des territoires, et sur aussi le calendrier de cette poursuite d'études, parce qu'en France, on a un poids très important de la formation initiale. Et finalement, est-ce que avoir plus de formation tout au long de la vie, c'est pas une manière de pouvoir étaler le choix de la poursuite d'études, valoriser la réorientation aussi, même dans le parcours de formation initiale, et pour terminer sur le nombre de places et l'ajustement de l'offre et la demande. Et comme on est super corporate, on va enchaîner sur une autre mission de l'IG. Exactement. Oui, tout à fait, puisqu'on a aujourd'hui, on conclura sur cette proposition, le fait qu'en France, finalement, on a un premier cycle qui joue aussi en quelque sorte un rôle d'orientation, puisqu'on a de plus en plus de réorientation durant les premières années. Et donc, ça appelle à s'interroger sur cette cohérence. Et effectivement, on pilote, je pilote une mission sur la première année des formations supérieures. Donc, probablement l'occasion de prochains débats. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Voilà, je vais outrepasser mon rôle de président. J'ajouterai 2-3 choses. Bon, la première, c'est que pour moi, à terme, Parcoursup fait s'interroger sur la distinction entre formation sélective et non sélective, puisqu'en fait, il y a des formations sélectives qui ne remplissent pas, et que, en fait, la vraie distinction, à terme, ces formations où l'accueil d'accueil est limité et celles qui peuvent prendre tout le monde. Bon. Donc, ce qui serait une modification importante, mais qui, à terme, c'est inévitable. La seconde chose qu'on oublie, c'est que l'opacité qui existe encore, elle existait encore et de manière bien pire. Personne ne s'était penché, il n'y avait pas eu, par exemple, de rapport d'action générale sur la manière dont les classes préparatoires aux grandes écoles faisaient leur petite cuisine pour choisir les candidats, et que je crois que jamais une politique publique n'a été finalement autant mise sous le regard, puisque d'ailleurs toutes les données ont la possibilité d'être mises à la disposition des chercheurs. Et puis le troisième point qui est intéressant, c'est la première fois qu'il y a une politique publique qui intègre l'ensemble de l'enseignement supérieur, et non pas ce qui est sous la tutelle du MESRI. J'ai trois petites questions. Vous disiez que Parcoursup était un signal qualité. Et je voulais savoir si, en contrepartie, il y avait des contrôles des écoles. Et parce que moi, j'ai pu défendre des étudiants qui avaient été piégés par des écoles vraiment bidons. Alors, je ne sais pas si c'était ou pas dans Parcoursup, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un contrôle, notamment même des écoles, à tel point elles sont bidons, on ne peut même pas finir les études. J'ai eu un cas, c'était une école pour le management du manga. Et en gros, en fait, il n'y avait même pas de troisième année. Enfin, c'était tellement bidon, c'était une arnaque totale. Et voilà, je ne sais pas si c'était passé par Parcoursup, mais voilà, est-ce qu'il y a un petit contrôle ? Autre question, est-ce qu'on a un taux de satisfaction des élèves ? Voilà, est-ce qu'ils sont contents, pas contents, même si voilà. Et une dernière question, parce que normalement les notes, je crois que c'est considéré comme des données personnelles, et avec tout ce qui est RGPD, CNIL, normalement on a un droit d'accès, mais aussi un droit à la rectification quand il y a des erreurs. Et parfois, j'ai été sollicité moi, par des parents qui disaient qu'il y a des erreurs dans les notes saisies. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un mécanisme qui permet de rectifier ces erreurs conformément à la législation sur les données personnelles ? Sur la qualité. Sur la qualité, aujourd'hui, effectivement, toute formation privée qui souhaite être sur Parcoursup n'est pas sur Parcoursup. Donc, effectivement, il y a une barrière, et on a en France toute une gradation, mais vous les connaissez certainement aussi bien que moi, entre l'inscription au RNCP, le visa, le grade, voire la reconnaissance des SPIG. Voilà, donc on a effectivement, le ministère regarde ce qui est mis sur Parcoursup. Donc de fait, oui, c'est quand même un signal de qualité minimale. Oui, c'est ça. Oui. À mon avis, votre formation sur le manga n'était pas sur Parcoursup, mais bon. Pour que ce soit sur Parcoursup, il faut qu'il y ait une reconnaissance nationale sous une forme
au moins une de celles-là, je pense. Au moins, donc, la minimale qui est le RNCP. C'est ça. Oui. Ça, c'est le minimum. Qui est le minimum. Oui. Bon, sur la protection des données, bon, normalement, cette dimension a été bien prise en compte, mais je pourrais vérifier, puisque j'appartiens au comité d'éthique Parcoursup, et il y a une partie sécurité qui a été... Bon, il y a eu cette partie sécurité, respect des données de la vie privée, c'est quelque chose sur lequel je crois qu'il y a une très forte attention là-dessus. Là, c'est la rectification. Là, ce que je comprends, c'est le fait d'avoir accès pour dire je veux rectifier. Est-ce que ça a bien été rectifié ? Ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Effectivement, il faut poser la question. Sur la satisfaction. Alors ça, c'est un sujet qui est très lié à la hiérarchisation des vœux, puisque ça a été signalé comme étant une perte d'information, puisqu'on ne peut pas savoir si les candidats ont eu ou pas leur premier vœu. Voilà. Mais pour autant, ça fait 2 ans, je crois, que l'équipe Parcoursup fait des enquêtes post-procédure pour avoir un niveau de satisfaction des usagers. Voilà. Moi, je ne suis pas convaincue que ce soit un indicateur très pertinent, mais ça n'engage que moi, parce que je trouve que si... En fait, on touche après à c'est quoi le parcours finalement de l'étudiant. Si on veut savoir son niveau de satisfaction sur Parcoursup, ça veut dire que le poids qu'on accorde à Parcoursup, il est énorme. Et si la personne n'est pas satisfaite, du coup, ça devient très problématique. Alors qu'en fait, quand on voit le poids de la réorientation après, les gens qui se réorientent, c'est pas que des gens qui n'ont pas eu leur premier choix. C'est aussi des gens qui ont mûri un projet. Et donc, finalement, si on considère que Parcoursup, c'est un outil de transition vers l'âge adulte, c'est la satisfaction de l'outil, finalement, c'est l'efficacité globale qu'elle va rendre au système. Voilà. Mais ça, c'est mon avis. C'est 1 ou 2 ans après qu'on peut voir si le système d'orientation s'est amélioré ou pas. Oui. Il existe par ailleurs des sondages, mais qui ne sont pas opérés par le ministère. Mais il y a des sondages sur la satisfaction de la procédure globalement. Oui, le temps de prendre l'autre question, juste Jean-Richard, je ne voudrais pas qu'on ait donné peut-être une... qui est un quiproquo. Non, mais sur le fait que pour avoir connu APB au ministère et Parcoursup, je pense qu'il y a un avant et un après, y compris en termes de transparence et de visibilité. Ça, c'est vraiment très clair. On a souhaité insister sur ce qui pouvait être encore amélioré du côté de la commission des jeux. Le point qui est le moins bien résolu pour moi, c'est celui du lycée d'origine. Là-dessus, on a une préconisation qui rejoint celle du comité d'éthique. Moi, j'ai une question, alors, parce que je sais qu'après, sur Parcoursup, il y a 2 collègues qui sont de l'enseignement supérieur, donc ils ne vous poseront peut-être pas cette question, parce que c'est un aspect que moi, j'ai appris. Alors, je vais vous poser une question assez provocatrice. Il s'avère que je peux vous le permettre, parce que je suis une femme. Je suis sûre qu'un homme ne vous la posera pas. Si j'ai bien compris, il s'agirait d'introduire un aspect genré dans la sélection Parcoursup. C'est-à-dire d'essayer de rétablir l'équilibre dans les filières, c'est ça ? Ou je me suis complètement trompée ? Bon. Moi, personnellement, je suis absolument contre la discrimination positive. D'abord parce que les juristes détestent ça, en règle générale, que ça ne me paraît pas un critère opérant, et que... Alors, dans certaines filières, c'est de rétablir les filières scientifiques. C'est-à-dire, mais le problème, c'est que les filles n'aiment pas forcément... Moi, j'ai jamais eu envie d'être ingénieur, premièrement. Et inversement, dans nos filières, c'est-à-dire les filières des juristes, le problème serait plutôt inverse. C'est-à-dire qu'on serait obligé d'admettre moins de filles et plus de garçons. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'un parcours, une évolution a été faite, parce que quand on fait un peu de droit de la fonction publique, notamment, on se rend compte que les progrès ont été réalisés. Et que ces progrès, il est dangereux, finalement, de vouloir imposer les choses. Pourquoi ? Parce que vous aurez toujours des gens qui vous diront, ça c'est quand on recrute des femmes, recruter par exemple des femmes parce que c'est des femmes, vous aurez toujours le match, passez-moi l'expression, mais vous aurez toujours le macho de service qui vous expliquera que vous avez été recruté parce que vous êtes une femme. Et moi, je pense que mécaniquement, les choses sont en train de changer. Enfin, quand vous voyez le monde de la justice et je vois le monde des juristes,
Quand vous voyez que des procureurs de la République sont souvent des femmes, c'est un monde que je connais assez bien. Vous avez le bâtonnier, c'est une femme. Vous avez le procureur de la République, c'est une femme. Vous avez donc il faut arrêter de nous dire que il n'y a pas de femmes. Si, il y a des femmes. Et ça me paraît un critère qui me paraît extrêmement dangereux. C'est mon point de vue personnel. Je peux l'exprimer parce que je suis une femme. Je ne suis pas persuadée que les hommes qui sont dans l'Assemblée oseraient vous le dire. C'est l'avantage. Il faut bien qu'il y ait des avantages à être une femme de temps en temps. Et ça me paraît... alors c'est dans l'esprit du ministère, et notamment dans les comités les comités de sélection. Vous imaginez bien que c'est des questions qu'on ne se pose jamais. Et qu'on ne se posera jamais. Tant qu'on aura la main sur les comités de sélection, on ne se posera jamais la question de savoir si on recrute quelqu'un parce que c'est un homme ou c'est parce que c'est une femme. On verra bien. On voit, une année, on peut avoir 2 hommes excellents, et l'année d'après, 2 femmes excellentes. Et on ne rentrera jamais, sauf si on nous oblige à le faire. Moi, personnellement, je ne rentrerai jamais dans ce biais-là. Donc, le genré... Je ne suis pas sûre que les juristes soient absolument ravis d'entendre que ça peut devenir un critère. Voilà, c'est un point de vue personnel, bien évidemment. Sur cette question, bien sûr que c'est une question qui fait débat. Donc effectivement, on peut soutenir les deux points de vue. Aujourd'hui, on a des quotas dans beaucoup des aspects de la vie institutionnelle. Ce matin, j'entendais encore, on a des quotas de femmes dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40. Ça a clairement permis de faire progresser la représentation des femmes dans un certain nombre de secteurs. Il se trouve que dans la justice... Ça fait progresser le fait qu'ils se conduisent mieux, les administrateurs. C'est une enquête à mener. Je ne sais pas si on ne peut pas envoyer l'inspection générale. Mais donc, il y a eu des quotas qui ont aujourd'hui, quand même, ont fait... C'est un titre personnel et je pense que soutenu par des associations qui promeuvent la place des femmes, ça a permis de faire avancer et d'augmenter leur représentation. Il se trouve que dans la justice, effectivement, il y a plus de femmes au poste de pouvoir ou à responsabilité. Ce n'est pas le cas, par exemple, dans l'enseignement supérieur. C'est 55% des entrantes étudiants, c'est 18% des professeurs en sciences expérimentales et exactes, un peu plus en lettres. Donc il reste des vrais sujets. Et donc, y compris, voilà, les quotas permettent de... Et aujourd'hui, non, mais si on l'a proposé, c'est qu'aujourd'hui, les formations contournent le fait de ne pas avoir de quotas et elles trouvent d'autres critères pour pouvoir faire comme si. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Ma question rejoint un petit peu celle de Madame Bertoni, mais sur le plan des quotas de boursiers. Alors même sans être boursier, je me permets de la poser. Parce qu'il me semblait... après avoir étudié un petit peu Parcoursup cette année pour des travaux universitaires, que finalement le progrès, c'était d'avoir permis, même dans les formations qui étaient non sélectives, de faire en sorte que l'ordre de classement des candidats soit quand même réalisé en fonction du mérite, parce que les formations peuvent privilégier notamment les critères qui tiennent aux moyennes des notes dans certaines matières et qui permettent d'apprécier tes compétences et différents caractères du profil. Mais qu'ensuite, finalement, lorsqu'on passait de cet ordre de classement des candidatures à l'ordre d'appel des propositions qui est mis en œuvre par l'algorithme, on devait intégrer ces 2 facteurs limitants dans un sens et dans l'autre, qui sont le ressort de l'académie et la qualité de boursier. Alors, il me semble que les formations, lorsqu'elles réalisent l'ordre de classement, n'ont pas connaissance du statut de boursier du candidat, mais je me trompe peut-être. Si c'est le cas, comment est-ce qu'on concilie finalement, sur le plan de la logique, la possibilité, enfin le fait de dire, depuis l'instauration de Parcoursup, l'ordre de classement est réalisé au mérite, et on retombe sur finalement ce vers quoi nous guident tous les principes juridiques de l'égal accès à l'enseignement supérieur au mérite, et le fait de dire que lorsqu'on réalise cet ordre de classement, cet ordre d'appel, pardon, finalement la prise en compte de la qualité de boursier vient un petit peu tromper cet accès au mérite. Alors, sans vouloir dire bien sûr que les boursiers aient moins de mérite que les autres ou quelque chose, mais alors, est-ce que ça veut dire aussi que la manière dont on apprécie le mérite lors de la réalisation de l'ordre de classement, en fait, est une manière qui sera toujours biaisée et qu'on ne trouvera jamais la manière d'apprécier correctement et objectivement le mérite? Parce que là, finalement, lorsqu'on instaure un phénomène de quota, c'est aussi, j'imagine, parce qu'en raison de la masse de candidatures, on ne peut pas apprécier qualitativement chaque dossier au-delà des purs critères chiffrés.
Et dans ce cas-là, est-ce que c'est pas juste un pari sur le mérite, en se disant qu'en instaurant un quota, il y aura bien forcément des élèves boursiers admis qu'on n'aurait pas forcément mis dans l'ordre de classement, mais qui auront quand même la puissance de réussir dans le supérieur? Désolé pour cette question un peu longue. Non, je ne sais pas trop, parce que je voudrais juste donner un exemple. On l'a vu sur les grandes écoles post-bac, des fois, les notes entre le premier et le dernier classé, c'est 0,2. Donc, aller chercher un boursier qui est en bas par rapport à un non-boursier qui est en haut, enfin, en termes de... Je ne sais pas si on peut juger du mérite quand l'écart de notes est si faible et qu'il y a eu 50 notes, 50 procédures qui ont donné lieu à ce classement à la fin. Voilà, donc finalement, avoir mis en place cette mesure de rééquilibrage social, je ne suis pas sûre que ça aille à l'encontre du mérite, mais je sens que Jean-Richard veut intervenir. Moi, je pense en fait que c'est une technique finalement classique où on concilie deux objectifs. Un objectif de mérite, effectivement, et un objectif d'équité sociale, que depuis qu'il y a Parcoursup, malgré tout, le pourcentage de boursiers s'est accru, y compris dans les formations sélectives, et que c'est finalement une bonne chose, sans que pour autant on dégrade la qualité de ceux qui sont recrutés. La question du mérite en France, où on sait qu'on a un système qui accentue les inégalités pendant la scolarité, forcément elle interroge. Bien. Oui, une petite question pour aller dans le sens de Madame Bertoni. Enfin, dans le sens... bon, c'est bien que mixité sociale mixité ne soit pas systématiquement de genre, mais aussi sociale. Enfin, ça rejoint la question des boursiers. Mais s'agissant des comités de sélection, c'est pas le sujet. Mais enfin, je rappelle quand même que ces 10 dernières années, on a introduit la parité dans les commissions, dans les comités de sélection. Et depuis pas longtemps, on reçoit, en tant que président de comité, qu'on va faire circuler aux autres membres des comités, un fascicule sur une vigilance sur l'égalité homme-femme, que parmi les critères d'évaluation HCERES des laboratoires de recherche, il y a la question de la parité homme-femme, notamment sur les postes de PU et sur le nombre d'HDR, avec des incitations très fortes à augmenter le taux d'HDR femmes. Et l'an passé, j'étais dans un comité de sélection de PU où on nous a demandé de nommer un référent égalité, c'est-à-dire dont le rôle était... alors je ne dis pas ça pour prendre part, mais je signale simplement, dont le rôle était de bien vérifier que les classements à chaque étape du parcours, c'est-à-dire audition, etc., que les femmes n'étaient pas que le classement n'était pas biaisé par des critères relevant du genre, de type, est-ce qu'on peut mettre le même nombre, par exemple, d'exigences de publication de revues dans des rangs A entre un homme et une femme, lorsqu'une femme, dans son CV, déclare dans son parcours qu'elle a eu 1, 2, 3 maternités. Il y a même certains comités de sélection qui disent une maternité égale un article dans une revue, etc. etc. Donc ces sujets existent quand même. Pour revenir quand même sur Parcoursup, je pense qu'il y a un biais dans Parcoursup, enfin il y en aurait plusieurs, mais il y a deux biais que, à mon avis, que je ne sais pas si vous les avez perçus, c'est que c'est ce qu'on appelle filière sélective, pas sélective. Bon, alors on dit que c'est sélective en fonction de la capacité d'accueil, mais la question c'est comment on détermine la capacité d'accueil. Parce que la capacité d'accueil, tous les ans, en fait, à l'université, on nous demande de l'autodéterminer. Et en fait, c'est un jeu extrêmement complexe et intéressant. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure des enseignants-chercheurs qui, idéologiquement, sont contre la sélection. Donc, ils vont mettre une capacité d'accueil de 2000 étudiants en L1, quand ils savent qu'en moyenne, ils en ont 150. Ça nous était rappelé par la HCERES il n'y a pas longtemps, qui trouvait que les capacités d'accueil étaient fantaisistes. Il y a une deuxième stratégie qui consiste à dire, ça veut dire que ça ne dit rien de la qualité de la formation, ce que je suis en train de dire. Une autre stratégie qui consiste à dire, on va mettre très haut, on l'a vécu nous il n'y a pas longtemps, hein, on va mettre très haut, et dès la rentrée, on fera savoir à la presse qu'on n'a pas le nombre d'enseignants-chercheurs pour assurer le nombre de TD, et on ne fera pas la rentrée. C'est un moyen de faire pression contre le ministère. Et enfin, il y a une quatrième modalité qui consiste à dire,
pour faire de la provocation ou du syndicalisme en quelque sorte, pour bien prouver qu'on est en sous-dotation. On a accueilli auparavant 150 étudiants en licence et on faisait des heures comp, etc. Maintenant, on va prendre un ratio d'heures par enseignant-chercheur et on va passer à 40 en L1. Tout ça pour dire que le critère c'est ce que je veux dire, hein, de la qualité de la formation rapportée à la capacité d'accueil, ce n'est pas un critère extrêmement causal en quelque sorte. Dans le dernier rapport du comité d'éthique Parcoursup, scientifique Parcoursup, on a écrit qu'en fait, il n'y avait aucune méthodologie existante pour déterminer la capacité d'accueil. Ceci dit, quand même, une des logiques de la chose, c'est apprendre aux universités, soient autonomes et responsables. Donc, dans certains des comportements que vous citez, il y en a qui sont irresponsables. On va reprendre sur Parcoursup. C'est Monsieur Monnier qui commence. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je remercie, comme il se doit, Pascal et Raphaël pour m'avoir invité à contribuer à ce colloque, en dépit du fait que je suis en quelque sorte un béotien du droit de l'éducation. Je suis historien du droit, et donc mon approche va plutôt être celle d'un retour sur expérience plutôt qu'une réflexion profonde sur le système. Alors, comme cela a été dit, je vais essayer, Monsieur le Président. Donc, depuis 2013, l'accès à l'université repose sur une procédure nationale. La première d'entre elles, on a commencé à aborder le sujet, était admission post-bac. Et admission post-bac a laissé sa place à la procédure Parcoursup. Cette nouvelle procédure de préinscription dans l'enseignement supérieur a été mise en place par la loi Orientation et réussite des étudiants votée en 2018. Le législateur opère cette fois une distinction entre formation sélective et formation non sélective. À dire vrai, cette distinction est en partie trompeuse. Lorsque, dans une formation non sélective, le nombre de candidatures dépasse le nombre de places ouvertes sur Parcoursup, la formation est dite en tension. Les candidats seront appelés en fonction d'un rang de classement et dans la limite des places disponibles. Ainsi, une formation non sélective sera de fait sélective dès lors que les candidats classés trop bas dans la liste d'attente n'auront pas été appelés. Dans ces conditions, une étude des dossiers de candidature est nécessaire pour établir un classement dont le dessein est d'opérer une péréquation entre les mérites des candidats, leur motivation et également leur chance de réussite dans la filière demandée. Ce classement des dossiers incombe à des commissions d'examen des vœux. Ces commissions vont d'abord rendre leur classement et identifier quel candidat fragile aurait peut-être besoin d'un parcours d'accompagnement spécifique. Ce classement va ensuite être modifié automatiquement par l'introduction d'un taux de boursiers et d'étudiants hors académie. Et enfin, les candidats vont recevoir les propositions d'affectation et répondre en vue de leur préinscription. Cette procédure nationale est censée reposer en partie sur une sélection algorithmique. Nous verrons quelle place occupe cet algorithme, puis comment les candidats et leurs établissements du secondaire ont su s'adapter à cette nouvelle donne. La masse de dossiers à traiter dans des délais particulièrement contraints impose donc un recours à un algorithme. L'algorithme de Parcoursup se présente, et la formulation est si pudique qu'elle confine à l'euphémisme, elle se présente comme un outil d'aide à la décision. Cet outil d'aide à la décision est censé éclairer une décision humaine prise par la commission d'examen des vœux en fonction de critères harmonisés que vont appliquer les différents examinateurs. Chaque commission d'examen des vœux paramètre son outil d'aide à la décision en prenant en compte les éléments à leur disposition sur la plateforme. L'outil d'aide à la décision ne permet pas un paramétrage particulièrement fin. Les commissions ne peuvent prendre en compte que les notes brutes avec le coefficient qu'elles souhaitent leur accorder. Il n'est pas possible de valoriser l'écart entre la moyenne de classe et la moyenne obtenue par le candidat. On ne peut pas prendre le rang du candidat en compte, le rang du candidat dans sa classe, et on ne peut pas pondérer non plus en fonction de moyenne de classe qui apparaîtrait à l'examinateur particulièrement élevée par rapport à la moyenne des dossiers ou significativement plus basse.
En cela, l'algorithme va fonctionner selon une illusion. C'est l'illusion d'une notation uniforme entre tous les établissements publics et privés de France. C'est là, je crois, une pure vue de l'esprit. Et l'on entrevoit rapidement les limites de l'exercice. Les commissions d'examen des vœux peuvent fonctionner selon ce parti pris, d'une évaluation équivalente entre tous les établissements. Elles peuvent également s'adapter en cherchant à éviter les angles morts du classement purement algorithmique des candidatures. En application de son paramétrage, l'outil d'aide à la décision va établir un préclassement des candidats. Un préclassement à partir duquel la commission d'examen des vœux est censée travailler plus finement. Le principe veut que chaque dossier soit étudié. Plusieurs méthodes sont envisageables selon le fonctionnement propre à chaque commission. Il est possible, et c'est vraiment une méthode que je recommande lorsque j'organise le fonctionnement des commissions d'examen des vœux à l'université de Versailles-Saint-Quentin, il est possible d'attribuer une note au titre d'une évaluation non plus quantitative, mais cette fois qualitative du dossier. Cette note permet de prendre en considération ce que le paramétrage de l'outil d'aide à la décision ne peut malheureusement pas faire ressortir. On peut prendre en compte la lettre de motivation, les activités et les centres d'intérêt du candidat, les appréciations qui souvent sont particulièrement précieuses des enseignants du secondaire. On peut prendre en compte l'écart à la moyenne de classe. On peut également prendre en compte la tendance d'un lycée, on le voit dans les moyennes de classe, à noter très sévèrement ou plus largement. Ce sont autant d'éléments pertinents que seule l'évaluation humaine du dossier peut mettre en exergue sur Parcoursup. Cette évaluation qualitative peut, en fonction du coefficient qui lui est attribué par la commission d'examen des vœux, être déterminante dans le calcul du rang final des candidats. L'établissement de cette note d'évaluation qualitative est vraiment, à mon sens, le meilleur moyen d'opérer une adéquation entre les mérites et les projets des candidats, tout en prenant en compte ses chances de réussite. C'est dans le même temps l'investissement le plus important de la part des membres de la commission d'examen des vœux. La nature chronophage, et je pense que certains collègues peuvent ici en témoigner, la nature chronophage d'une telle évaluation qualitative ne peut être occultée parce qu'il faut savoir que la procédure Parcoursup se déroule généralement lorsque les examens battent leur plein. C'est un nombre de copies à corriger qui est important. C'est également la période durant laquelle les enseignants ont besoin de consacrer un peu de temps à leur recherche. Ils ne sont pas qu'enseignants, ils sont enseignants-chercheurs. Et c'est également un moment où les réunions administratives sont le plus nombreuses dans l'année. Au total, je constate en échangeant autour de moi que les pratiques sont disparates entre les commissions. Pour les filières non sélectives sans tension, l'enjeu n'est pas le même que pour les filières sélectives ou pour les filières dites non sélectives en tension. Tout dépend également du nombre de dossiers déposés et de l'investissement que les examinateurs peuvent matériellement consacrer à l'étude des candidatures. En tout état de cause, les établissements du secondaire et les candidats ont parfaitement su s'adapter à cette méthode de sélection. Depuis le début de la procédure Parcoursup, nous avons constaté une augmentation significative des résultats obtenus dans le secondaire par les candidats à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Cette augmentation est la conséquence, je crois, de deux facteurs combinés. D'une part, les lycées ont compris les limites de l'outil d'aide à la décision qui opère un calcul purement quantitatif dans le rang de préclassement. Ils ont également compris la place centrale qui leur est accordée dans bien des commissions d'examen des vœux. Au total, les résultats figurant sur les bulletins sont vraiment déterminants pour l'insertion post-bac des élèves. En cela, d'autre part, et c'est le deuxième point qui, je pense, justifie une augmentation générale des notes, d'autre part, beaucoup de lycées jouent pleinement le jeu de la part de contrôle continu dans les résultats au baccalauréat. Plus les notes de contrôle continu sont élevées, plus les taux de réussite à l'examen sont importants. Il n'est d'ailleurs pas rare, c'est quelque chose qu'on a vraiment constaté et qui m'ont été remontés par plusieurs membres des commissions d'examen des vœux cette année. Il n'est pas rare de constater qu'il y a une augmentation importante, subite et sans cause apparente des moyennes générales entre les bulletins de première et les bulletins de terminale dans les matières qui n'étaient pas prises en compte dans les épreuves anticipées du baccalauréat. Là, les résultats confinent parfois à l'absurdité.
De plus en plus souvent, voit-on des moyennes de classe évaluées à 20 sur 20 sur Parcoursup. C'est vraiment quelque chose qui n'est plus rare. Et plus généralement, les moyennes de classe oscillent entre 16 sur 20 et 18 sur 20 dans bien des dossiers. Même les notes sont si uniformes que le critère pourtant particulièrement utile d'écart à la moyenne est difficile à prendre en compte pour certains établissements. Les lycées du public et du privé sont touchés par ce phénomène d'augmentation des notes, jugés sur leur taux de réussite au bac et sur leur taux d'insertion dans le supérieur. Bien des établissements subissent la pression des parents d'élèves et ils s'engagent dans cette voie constatée de la surnotation. Pour autant, tous les lycées ne sont pas concernés parce que certains lycées privés qui revendiquent une politique d'excellence tournée vers la réussite en classe préparatoire ou en grande école, ne participent pas, ou alors ils participent dans une moindre mesure à l'inflation des moyennes, parce que pour eux, le taux de réussite au bac excellent est acquis. Une place dans une école privée ne posera pas de problème, et ils savent de même que leurs élèves seront sélectionnés en classe préparatoire, fort de la bonne réputation de leur établissement, en moyenne, en dépit de moyennes généralement plus faibles qu'ailleurs. Quoi qu'il en soit, au moment de la publication du classement sur la plateforme Parcoursup, les incompréhensions sont importantes. Nous recevons de nombreux courriels de candidats, le plus souvent ce sont des parents de candidats, et dans ces courriels, on s'étonne d'un rang de classement, parce que les candidats saisissent, et on peut les comprendre, la procédure à travers le prisme déformant de leur bulletin scolaire. Et fort d'une moyenne de 19, voire de 20 sur 20 dans une matière qu'ils jugent importante au lycée, ils imaginaient qu'ils allaient immédiatement être appelés sans sans patienter sur une liste d'attente. De même, des parents de candidats issus de lycées privés à la notation volontairement exigeante nous reviennent souvent de façon beaucoup plus agressive. Ils pensent que la seule réputation de leur lycée aurait suffi à obtenir un rang de classement favorable. Et on le voit parfois, après avoir fait intervenir le banc et l'arrière-banc de leurs contacts politiques pour obtenir un passe-droit, ils nous adressent des menaces de recours administratif. L'argument récurrent repose sur le fait que nous n'aurions pas étudié le dossier et laissé un algorithme décider seul sur des critères purement quantitatifs. Dans les conditions où les recours sont parfois agressifs, l'appréciation qualitative du dossier est d'autant plus importante. Et elle est importante, mais force est de constater qu'elle est de plus en plus difficile à établir. Les moyennes de classe, les appréciations des enseignants à mettre en relation avec la moyenne de l'élève demeurent bien entendu des éléments importants pour pondérer l'algorithme. En revanche, pour ce qui est de l'écart à la moyenne, j'avais commencé à en parler, il met désormais plus en relief les bons élèves des lycées privés que les candidats des lycées publics où les moyennes sont de plus en plus homogènement élevées. Quant aux éléments extérieurs au bulletin scolaire, la lettre de motivation et la rubrique des activités et centres d'intérêt, celles-ci sont de moins en moins pertinentes comme critères de distinction parce que les candidats et les lycées se sont adaptés. Les motivations se sont de plus en plus standardisées et les candidats présentent de plus en plus les mêmes centres d'intérêt en relation exactement avec la filière qu'ils demandent. Il y a vraiment cette standardisation des éléments qui rend les dossiers particulièrement difficiles à apprécier. Au total, Parcoursup demeure une gigantesque machine à minimiser, je pense, le nombre d'étudiants sans affectation après le baccalauréat, mais elle demeure très largement imparfaite pour permettre à chaque candidat de trouver l'affectation qui lui convient. Monsieur Mailleret. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de ne pas être redondant par rapport à tout ce qui a déjà été dit par les deux intervenants précédents, puis par mon voisin. Je voudrais partir de 3 éléments d'actualité. D'actualité immédiate, vous avez sorti le Monde d'hier après-midi. Effectivement, c'est un des éléments d'actualité. Premier élément d'actualité, une jeune fille qui s'appelle Lucielle, qui est élève au lycée Saint-Jean-de-Perse de Pau, ville qui m'est chère. Elle fait au mois d'avril ses vœux sur Parcoursup et elle veut faire du droit à Bordeaux. Et elle se trompe, elle met droit santé. Elle se rend compte qu'elle s'est trompée et elle se dit, après tout, j'ai d'autres vœux, je vais être prise ailleurs, j'avais mis droit à Bordeaux mais je n'avais pas envie de le faire, je vais continuer. Et sa lettre de motivation, elle choisit de mettre la recette du gâteau le russe, qui est un gâteau bien connu, contrairement à ce que son nom indique, dans la région d'Oloron-Sainte-Marie. Un gâteau praliné, je vous le conseille si vous le trouvez dans une pâtisserie près de chez vous.
faut se méfier des Russes. Oui, ne voyez pas une allusion politique ou géopolitique. Et elle fait une vidéo sur TikTok, donc ces micro-vidéos, cette entreprise chinoise. Et elle dit en avril, regardez, j'ai fait une... Voilà. Et il se trouve qu'elle est prise dans la formation droit et santé sélective de Bordeaux. Elle est prise et donc elle déchaîne les patients. 2 millions de vues, 180 000 likes. J'ai lu avec grand intérêt le 4e rapport de la commission, du comité éthique que vous signalez. Je crois qu'on sera quelques dizaines à le lire. Et c'est vrai que toute la difficulté de l'appréhension du sujet, c'est qu'il y a des rapports extrêmement sérieux, il y a des études, voilà, mais que c'est ça qui marque l'esprit des gens. Et ce qu'ils vont retenir, c'est qu'en mettant la recette d'un gâteau comme lettre de motivation, on est pris en licence droit santé. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ça ne veut pas dire que jamais la lettre n'est lue, mais ça veut dire que c'est ce que les gens vont retenir. Et je crois que c'est pour nous tous quelque chose d'absolument catastrophique. Alors même d'ailleurs, cette jeune fille a été plutôt sympa, elle a dit ensuite, mais j'avais un très bon dossier, ne croyez pas que j'avais... Voilà. Elle a joué le jeu ensuite, elle n'a pas surjoué le truc. Mais ça donne, je trouve, une image détestable. Bon, c'est quand même un objet, si on ouvre le journal officiel hier, on voit qu'il y a un décret, un arrêté du 22 juin qui viennent modifier la phase complémentaire, le calendrier. Bon, ça veut dire quand même que c'est pas parfait comme dispositif. S'il faut, en cours de procédure cette année, en catastrophe, modifier les modalités, c'est que ça coince. Et en particulier, on réintroduit le classement des vœux pour la phase complémentaire. Non, mais je ne dis pas que c'est pas suivre le comité. Je dis que changer les règles d'un jeu au milieu de celui-ci, quand on est juriste, on se dit qu'on aurait peut-être pu l'anticiper. En tout cas, ça ne montre pas que c'est un long fleuve tranquille. Ensuite, effectivement, hier, des articles critiques dans Le Monde. Alors, vous avez raison, il y avait « Ne tirez pas sur Parcoursup » quelques jours plus tôt, en dernière page du Monde. Enfin, je vais vous citer une presse que je qualifierais de corrosive, de dangereuse, La Croix. Enquête sur les algorithmes qui décident de l'avenir de nos enfants. Si vous voulez générer l'angoisse des familles. Bon, c'est a priori pas la presse la plus revendicative sur un certain nombre de sujets. Il y a aussi des enquêtes de l'Humanité qui, elles, sont logiquement orientées. Bon. C'est un sujet d'une très grande actualité. C'est un sujet éminemment politique. Alors moi, je peux le lire plus facilement avec toutes les côtés indépendance de l'enseignant-chercheur. Mais enfin, tous les candidats à la présidentielle se sont prononcés sur le sujet. Anne Hidalgo a démarré sa campagne. Alors, on sait comment ça s'est fini. Elle a proposé de multiplier par 2, c'était la première proposition, la rémunération des enseignants. Et la deuxième proposition, c'était supprimer Parcoursup. Bon, on a vu les propositions de la nouvelle Union populaire, écologique et solidaire. Je ne me risque pas à prononcer entre NUPES et NUP, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Le président de la République en avait fait un élément de son bilan au mois de janvier, reçu par la CPU devenue France Université. Notre ministre actuelle, Madame Retailleau, bien connue dans ces lieux, a violé son obligation de réserve à l'occasion d'une conférence de presse post-Conseil des ministres en expliquant qu'un des arguments qui justifiait qu'on vote pour l'actuelle majorité parlementaire, majorité relative et majorité, c'était Parcoursup. Donc c'est un élément qui est utilisé en politique et je crois que ça rend évidemment plus complexe l'appréhension parce qu'il y a une forme de passion et on a tous connu, ou on connaîtra tous Parcoursup, on connaît tous des personnes qui sont passées par Parcoursup. Bon, c'est un peu comme le permis de conduire, c'est quelque chose qui nous intéressera tous ou qui nous a intéressés. Et puis il y a aussi une littérature plus sérieuse, plus posée, il y a de nombreux rapports. Et la tonalité des rapports est quand même pas toujours la même. Le rapport de la Cour des comptes en 2020, on ne peut pas dire qu'il soit d'un enthousiasme absolument débridé sur Parcoursup. Le rapport de l'inspection générale l'était davantage. Les rapports, le 4e rapport paru au mois de février du comité éthique et scientifique de Parcoursup, si on le lit entre les lignes, on y voit quand même quelques critiques sur un certain nombre d'éléments. Je vais y revenir, mais on y voit beaucoup d'éléments. Le collectif Nos Services Publics a rendu un rapport dont le sous-titre, c'est une association composée de fonctionnaires sérieux, c'est pas un rapport officiel, le sous-titre dit plein de choses. 100 millions d'euros pour tout changer sans rien régler. Comme slogan extraordinairement positif, on a vu un petit peu mieux. Alors je voudrais dire deux choses, parce que je suis déjà à 4 minutes 50 sur les 10 et je vais tenir mes 10 minutes. Première chose, et là je suis entièrement d'accord avec le comité éthique et scientifique, Parcoursup n'est qu'un outil. Parcoursup n'est qu'un outil. Voilà. Ensuite, deuxième chose, mais au service de quelle politique? Et dans tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, je crois que cette politique, on n'est pas complètement sûr de ce qu'est cette politique. Alors c'est un outil prévu par le législateur, effectivement, qui remplace un autre outil qui ne marchait pas. On a tous parlé du tirage au sort, ça concernait peu de personnes, mais c'était une solution absolument insatisfaisante, on est tous d'accord. C'est un outil qui a été ensuite organisé par le pouvoir réglementaire, c'est une procédure nationale de préinscription, c'est un téléservice, c'est un outil qui est conforme au droit. C'est un outil. Le Conseil constitutionnel avait été saisi de la loi orientation et réussite, avec des moyens qui étaient d'ailleurs fantaisistes. C'est-à-dire que dire que Parcoursup était contraire à l'indépendance des enseignants-chercheurs, je crois que là, il ne s'était pas complètement foulé au niveau de l'opposition sénatoriale.
le Conseil d'État a été saisi du décret d'application, il n'y a pas eu de difficulté. La seule difficulté qui a donné lieu à une QPC, qui avait donné lieu à une décision qui avait paniqué un peu tout le monde du théâtre de la Guadeloupe, c'est la question de la communication à des tiers de l'algorithme. Et là, sachant que, du fait de la souveraineté des juristes, ça a été dit, la communication est limitée par rapport aux règles du Code des relations entre le public et l'administration. Et là, le Conseil d'État a renvoyé, sur une requête de l'UNEF, une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel qui a validé le dispositif avec une réserve d'interprétation. Donc, juridiquement, le dispositif, il faut le dire, il est conforme au droit. En tout cas, il est conforme aux normes qui s'imposent aux législateurs et au pouvoir réglementaire. Bon, voilà. Et ce n'est qu'un outil, effectivement. On ne peut pas dire Parcoursup, c'est mal. Non, c'est ce qu'on en fait qui, potentiellement, n'est pas bien ou est très bien. C'est un outil. Et ça, effectivement, il ne faut pas réifier le truc comme certains le font. Mais un outil au service de quelle politique ? Je voudrais faire quatre toutes petites remarques là-dessus. Tout d'abord, ma première remarque, cette politique, c'est une politique qui est puissamment centralisée. C'est-à-dire qu'on a quand même un sujet là-dessus. C'est-à-dire quand j'entends cadrage national, quand j'entends autorité académique, quand j'entends commission régionale d'accès, quand j'entends que dans le cadre de la loi OR, la capacité d'accueil en L1, désormais, elle a basculé dans les mains du recteur. Sans doute pour éviter ce que certains ont fait et qui a été qualifié de choses irresponsables. En toute hypothèse, c'est législateur. Bon, on a quand même un sujet, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'on a un service public national, mais jusqu'où va le national ? Alors, on peut s'en sortir en disant, mais le vrai problème, c'est pas le national, c'est savoir ce qui est centralisé, ce qui est déconcentré. C'est ce que vous évoquiez, c'est le curseur. Mais enfin, il n'empêche, d'un côté, il y a une autorité étatique, de l'autre côté, il y a l'établissement public. Ensuite, moi, je vais le dire, pour moi, c'est la principale chose, c'est la principale ambiguïté. C'est une politique de gestion de la pénurie. Si on avait suffisamment investi sur l'enseignement supérieur, on n'aurait pas cet outil-là. Et si APB a explosé, c'est à cause de la pénurie. Et si Parcoursup ne convainc pas complètement, c'est parce qu'on a ça. Le comité éthique et scientifique le dit en des termes plus élégants que moi, il a plus de temps, sous-investissement général. Bon, je crois que je dis un peu la même chose, mais je le dis moins bien. Insuffisance de l'offre. Bon, voilà. Le Conseil d'analyse économique, donc, qui dépend de Matignon, qui n'est pas l'organe le plus gauchiste qu'on connaisse, nous dit qu'entre 2013 et 2019, on a baissé de 13% la dotation par étudiant. Les chiffres de décembre 2021, c'est un étudiant à l'université en licence, 3 700 € de dotation, un étudiant en classe préparatoire aux grandes écoles, 13 400 €. Ce sont les chiffres. Voilà, donc tout est dit. Donc ensuite, on fait tous ce qu'on peut au ministère, dans les établissements, mais il n'empêche, le problème, je crois, il est fondamental. Alors, deux dernières petites remarques, et je tiendrai mon délai. Est-ce que c'est plus transparent ? J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Il y a une mise en lisibilité, c'est vrai. Est-ce que c'est plus lisible ? C'est pas si évident. Pour être un parent d'élève avec 2 enfants actuellement au lycée, j'ai commencé à regarder Parcoursup anticipant l'année prochaine. Oui, il y a plein d'infos, mais enfin, j'ai du temps, j'ai plutôt de l'information sur l'enseignement supérieur. Je suis pas sûr que tout le monde y arrive. Mais pour le coup, il y a clairement un progrès, il y a un catalogue de formation, il y a un calendrier. Alors, je suis prof à Sciences Po. Vous avez vu que Sciences Po, le calendrier, c'est un peu pour les autres quand même. C'est-à-dire qu'on retarde tout le monde. Bon, enfin, il y a un progrès, vous avez raison. Mais est-ce que c'est plus lisible ? Voilà. Ensuite, le point faible, effectivement, c'est au niveau local. Mais moi, j'accable pas du tout mes collègues des établissements d'enseignement supérieur qui font ça. C'est-à-dire que la charge est tellement lourde que je comprends qu'à Bordeaux, ils aient laissé filer la recette du russe sur ce dossier-là. Je veux dire, c'est juste... Enfin, on fait peser une charge sur les collègues qui le font. Alors moi, j'ai des échos dans les facs de droit. Il y en a qui le font très sérieusement. Ce sont des centaines d'heures de travail. Il y en a d'autres qui font tourner un algorithme et qui ne regardent rien. Voilà, avec toutes les limites du paramétrage. On le sait tous, alors on ne vous le dira pas forcément en interview. Mais d'ailleurs, il suffit de regarder, il y a des indicateurs très, très simples. Prenez les grandes facultés juridiques. Zone en tension, Paris. Regardez le nombre de mentions très bien dans les universités. Et vous verrez celles qui vont vraiment regarder et celles qui ont fait tourner un algorithme. Celles qui arrivent à avoir les meilleurs étudiants, c'est celles qui ont regardé vraiment les dossiers. Les autres, ils ont fait tourner le truc parce qu'ils n'avaient pas le temps. En tout cas, en droit, je peux vous le garantir, j'ai vérifié Paris 1, Paris 2, ils ne font pas du tout la mise en œuvre du système de la même manière. Donc, transparence, vous avez tout dit, je crois que c'est un vrai problème. Et puis la dernière question, mais vous l'avez évoqué aussi, est-ce que c'est une politique plus égalitaire ? Est-ce qu'on arrive à avoir davantage aujourd'hui d'égalité ? Bon, c'est toute l'ambiguïté de la loi OR, qui n'est pas une loi de sélection, qui est d'orientation, mais qui est en réalité de la sélection. Je suis entièrement d'accord avec M. Sitterman. L'opposition entre le sélectif et le non sélectif, tout ça va exploser du fait de la capacité d'accueil, vous le démontrez très bien dans le rapport. Mais il y a quand même des... Enfin, on marche complètement à vue, je veux dire. La question des quotas, la question a été posée sur les poursuites. La question du hors académique, tant qu'on aura un pourcentage de hors académique limité, les grandes universités ne pourront pas jouer le jeu de la concurrence comme peuvent le faire les classes préparatoires ou les instituts d'études politiques. La question de l'établissement d'origine,
Ça a été dit aussi, c'est une bombe à retardement, parce que si on ne le prend pas en compte, c'est une vraie discrimination pour un certain nombre de degrés. Si on le prend en compte, on va dire, mais si je viens du lycée Pablo Neruda, je ne serai pas pris, alors que si je viens de Legrand, je serai forcément pris. Il n'y a pas de bonne solution, et c'est pour ça qu'on tourne autour du sujet. Mais c'est quand même un enjeu majeur. Est-ce que ça favorise ou non l'égalité ? Moi, quand je lis que la solution, c'est d'harmoniser les notes de contrôle continu, et de le faire encore plus, oui, oui, voilà, donc on va tous finir effectivement avec des moyennes de 20 dans les classes. Et comment on s'en sort ? Donc, bon, je crois qu'on n'a pas tranché ces questions-là. Je ne prétends pas avoir la solution, mais je crois que le nœud du problème, et il faut bien que les acteurs le disent, c'est qu'on souffre d'une sous-dotation très lourde, alors qui est liée à l'augmentation aux classes d'âge, à l'augmentation de la réussite au bac, qui est peut-être que temporaire, peut-être que dans 10 ans, ça ira mieux. Mais aujourd'hui, ça ne va pas, et donc on essaie de sauver un peu le navire en mettant des choses au fond de la cale, mais rien de plus. Donc j'en en veux pas à Parcoursup, mais je ne peux pas dire que je sois complètement enchanté des évolutions du recrutement des malheureux lycéens qui sortent du Covid et qui sont confrontés à ces choses qui, qu'on le veuille ou non, sont extraordinairement anxiogènes. Je vous remercie. Je suis très mal placé pour poser des questions sur Parcoursup parce que j'ai pris ma retraite avant et j'y comprends rien. Je comprends un petit peu mieux depuis tout à l'heure. Moi, par contre, j'ai horreur du vide. En droit administratif, pour moi, il y a des lignes directrices qui admettent des dérogations. C'est la jurisprudence Crédit Foncier de France contre Madame Adair, bien connue, 1970, et puis aujourd'hui Fervesta sur le droit souple. Et puis, il y a les algorithmes, dont certains articles publiés récemment nous disent que là, ils n'admettent pas de dérogation. Or, quand j'entends les interventions, on est quand même entre les deux. Donc, j'aimerais bien savoir si Parcoursup est une ligne directrice ou un algorithme, autrement dit, comment il respecte l'autonomie des universités. Ma question étant beaucoup plus perverse, parce que moi, j'avoue être intervenu 3 fois en tant que professeur émérite pour essayer de faire prendre des gens à Angers. Alors c'était des enfants d'anciens étudiants qui voulaient absolument être dans la fac de leur papa ou de leur maman, et je les comprenais parce que je savais comme étudiant. J'ai échoué à chaque fois, alors que ces gens, pour des raisons géographiques, si vous voulez, pour des raisons géographiques, j'ai échoué, qui étaient souvent fausses. Et je constate quand même un effet pervers de Parcoursup dans des villes comme Angers. C'est des milliers d'étudiants qui vivent dans la rue pendant 2 ou 3 mois dans l'année en attendant que ça dégage dans les amphis et que ça libère des logements dans la rue, dans les terrains de camping, tout ça parce que il y en a par exemple qui pouvaient avoir des logements chez des grands-parents qui ne peuvent pas venir à Angers parce que Parcoursup a dit non, t'es dans la Sarthe, t'es dans la Loire-Atlantique, tu viendras pas à Angers. Excusez-moi, mais je trouve ça complètement débile. Je suis certain que alors quelquefois j'ai aidé à faire des lettres de 1500 caractères en les faisant les plus pertinentes possibles et pas du tout inventer la fac, tout le monde s'en fout, on a tous lu ça, mais expliquer pourquoi l'étudiant, en l'occurrence c'était pour avoir les petits plats de sa grand-mère, je l'ai pas dit comme ça parce qu'elle faisait pas de gâteaux russes, c'est des gâteaux marocains. Mais bon, n'empêche que j'ai jamais obtenu satisfaction. Et alors, ma question, qu'est-ce que c'est que Parcoursup en droit administratif ? Moi, j'attends une jurisprudence d'assemblée du Conseil d'État qui me le dise. Peut-être que j'aurai la réponse mais vous m'avez tous dit que vous n'étiez pas juriste, donc... Il n'y aura pas d'arrêt d'assemblée. Parcoursup, c'est un outil, c'est un téléservice d'aide à l'information et à la décision. La décision, formellement, elle est prise par une commission. Donc, il n'y aura pas... Simplement, si la commission se contente de faire mouliner un algorithme et ensuite de signer, d'éditer le PV, si elle le fait, ça revient à transférer le truc. Mais on ne le dira jamais. Je ne connais aucun collègue qui va dire « j'ai pas regardé les lettres de motivation ». Ils vont tous dire « j'ai passé, c'est l'ancien président de l'université qu'on ne citera pas, je lis 800 CV tous les week-ends ». Parce que ça se lit dans un week-end, 800, c'est un rythme léger. Stakhanov faisait beaucoup plus. Je confirme, ça ne prend pas la décision. Juridiquement, jamais. Il y a autre question ? Moi, je partage ce qui a été dit sur qu'il y aurait moins de difficultés si l'offre de formation et les moyens étaient suffisants. C'est évident. Bien. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc j'arrive comme un îlot au milieu de cet archipel consacré à Parcoursup. Donc l'intitulé de ma communication, qui va donc être brève, les droits de scolarité dans l'enseignement supérieur, un obstacle aux droits de l'éducation, et vous avez observé qu'il y a un point d'exclamation.
pour dispenser la plupart de mes charges d'enseignement en économie, dans des masters d'économie, je suis allé voir comment les économistes abordent et envisagent cette question. Et quand je lis la littérature d'un certain nombre d'entre eux, eh bien, ils séparent les systèmes d'enseignement supérieur en fonction de la manière dont ils abordent la question des droits d'inscription et plus largement, je dirais, le financement de l'enseignement public supérieur. Et ils distinguent, j'ai commencé à le suggérer hier, deux systèmes, un système par répartition et un système par capitalisation. Étant précisé que ces deux systèmes sont des idéotypes, qu'on ne les retrouve pas à l'état pur, mais que chaque État dépasse le curseur, soit vers l'un, soit vers l'autre. Il ne faut pas penser ça de manière statique, c'est évolutif en fonction des prédominances idéologiques, politiques, etc., au fur et à mesure des modifications des législations qui en sont la conséquence. Alors grossièrement, quand j'examine cela, le système par capitalisation, vous allez retrouver certaines caractéristiques des évolutions en cours. C'est un système qui repose sur une vision individualiste, qui amène à considérer l'enseignement supérieur comme un marché, vous vous en doutez. Les établissements y sont en concurrence et il faut les inciter à améliorer leur compétitivité au moyen d'une certaine autonomie par rapport à l'État et grâce à un mode de financement principalement fondé sur deux piliers, des droits d'inscription et des ressources qui sont glanées sur tout type de marché, y compris et surtout les marchés financiers. Alors, dans ce système-là, les étudiants investissent financièrement dans leur éducation en payant des frais d'inscription qui sont considérés comme des prix ou des tarifs. Je ne rentre pas dans le détail. Ils peuvent, vous vous en doutez, s'endetter pour cela. Et puis, ensuite, ils vont chercher à rentabiliser cet investissement en capital humain, qui est l'horrible expression qu'on va glaner chez Gary Becker. Donc, ils vont chercher à rentabiliser cet investissement en capital humain sur le marché de l'emploi. Donc le droit à l'éducation dans ce contexte-là est idéologiquement conçu comme une promesse de profit futur. Et il est conforme au modèle marchand, vous l'avez compris. Dans le système par répartition, il n'y a pas de frais d'inscription, mais un financement public des établissements et un financement public, et j'insiste sur ce point, et j'utilise des guillemets, un financement public d'une allocation d'autonomie versée aux étudiants qui leur permet de surmonter le coût de leurs études. Tout cela est financé par les actifs et les retraités, notamment au moyen de prélèvements fiscaux. Et on le voit en Norvège, par exemple, eh bien, vous avez une taxation supplémentaire si vous avez atteint un niveau d'éducation, un niveau de qualification universitaire et que vous avez tiré profit de ce niveau de qualification universitaire. Donc, ce système s'oppose à la conception individualiste. Ce système oppose à la conception individualiste une conception solidariste entre les générations. Les étudiants se voient offrir gratuitement la possibilité d'études, à charge pour eux, une fois en activité professionnelle, de financer les études des étudiants du moment. Donc là, la conception idéologique qui anime ce système, c'est que l'éducation est un bien collectif. Je dirais qu'elle est conforme à un modèle socialisé, à un modèle social-démocrate et non pas gauchiste. Donc, en France comme en Norvège, le choix a été fait de ranger notre système d'enseignement public, du point de vue de mon sujet, de le ranger plutôt, vous le savez, du côté du système par répartition où le financement par l'impôt est le principe. À mon sens, c'est ce qui explique que le Conseil constitutionnel, pour la première fois en droit explicitement en 2019, affirme que l'exigence constitutionnelle de gratuité s'applique à l'enseignement supérieur public. L'État ne peut donc pas neutraliser son devoir d'organiser un enseignement public supérieur, j'allais dire à ses frais, si vous voulez. Mais le Conseil constitutionnel a laissé en suspens, à mon sens, la caractérisation de deux ensembles d'exceptions et de dérogations apportées en France au système par répartition. Premier système d'exception, de dérogation, il consiste à dire la chose suivante, et suivez-moi bien, parce que j'ai eu beaucoup de mal en relisant plusieurs fois la décision du 11 octobre 2019 à comprendre où on voulait en venir. Cette décision pose le principe selon lequel le principe de gratuité de l'enseignement public supérieur est une exigence à valeur constitutionnelle. Puis, immédiatement après, il rabougrit le principe en jugeant conforme la Constitution, cette loi, vieille loi, du 51, du 24 mai 51, qui autorise le ministre
à fixer le montant des droits d'inscription pour les diplômes nationaux par arrêté. Alors, chacun en jugera. Voilà le raisonnement du Conseil constitutionnel. Il dit la chose suivante: l'exigence de gratuité ne fait pas obstacle pour ce degré d'enseignement à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus. Puis aussitôt après, il ajoute: la fixation de ces montants modiques de ces droits doit être opérée dans le respect des exigences de gratuité de l'enseignement public. Voilà un raisonnement qui se mord la queue et dont je ne comprends pas très bien. J'en comprends la portée, mais j'en comprends pas la manière cursive de le traduire dans une décision du Conseil constitutionnel. Alors, cette manière de présenter les choses de la part du Conseil constitutionnel, à mon sens, ça rend très vain ou très vaine l'intervention qu'avait faite la CPU en 2019 à propos de cette décision, puisque la CPU s'inquiétait et disait « Eh bien, cette décision, je la cite, pourrait conduire à des bouleversements dans les équilibres des financements de l'enseignement public supérieur ». Alors, je suis de ceux qui, depuis une vingtaine d'années, étudient les questions du financement de l'enseignement supérieur et je n'ai jamais trouvé où étaient les équilibres en matière de financement des établissements. Mais je laisse de côté cette remarque. Je dirais qu'aujourd'hui, à la suite de cette décision du Conseil constitutionnel, évidemment, qui est une QPC, le Conseil d'État s'est prononcé et il va dire que les droits d'inscription différenciés pour certains étudiants étrangers hors Union européenne sont constitutionnels. Il dit surtout ils sont légaux. Autrement dit, il va cantonner les effets de l'exigence constitutionnelle de gratuité, sous réserve d'avoir à l'esprit l'interprétation à partir du terme modicité. Il va cantonner les effets de cette exigence constitutionnelle de gratuité à la préparation et la délivrance de diplômes nationaux par rapport aux diplômes d'établissement. Je vous livre cette remarque. Il va affirmer en même temps, en creux, que les droits d'inscription des étudiants étrangers compris entre 2 770 et 3 770 euros ont un caractère modique et sont conformes à l'exigence constitutionnelle. Chacun appréciera. Donc, en définitive, il me semble que notre système d'enseignement public supérieur relève plutôt du système par répartition, mais on retiendra que les droits d'inscription sont faibles, comme le sont les moyens issus des prélèvements obligatoires pour le financement des universités, comme pour le financement des allocations aux étudiants. En d'autres mots, pour synthétiser, nous n'avons ni gratuité par absence de prix, ni gratuité par dispense de prix, au risque, à mon sens, de délégitimer le service public d'enseignement supérieur aux yeux des classes populaires et moyennes. Mais ça doit être gauchiste. Alors, deuxième série d'exceptions qui n'est pas abordée par le Conseil constitutionnel, c'est l'évolution institutionnelle aujourd'hui. Je vais très vite. La porte de sortie des établissements publics expérimentaux, ça sera sûrement les grands établissements. Or, quand on regarde dans les grands établissements, eh bien, on remarque que des diplômes appelés master sont, je cite l'université Paris-Dauphine où j'ai enseigné longtemps, des diplômes de grands établissements. C'est-à-dire qu'ils portent le même titre que dans les établissements, que les diplômes nationaux. Mais là, ça autorise des droits d'inscription. Je suis allé vérifier. Des droits d'inscription qui oscillent entre 1 700 euros et 7 000 euros. Voilà. Et je remarque aussi dans l'université Paris-Dauphine que certains droits d'inscription de ce type de master ont été multipliés par 20 depuis 10 ans. Je ferme la parenthèse. Donc je crois que notre système d'enseignement public supérieur est de plus en plus un système hybride, mais qui combine maladroitement gratuité indifférenciée et aide sociale ciblée. Encore que gratuité indifférenciée, il faut interroger. Quand vous regardez l'argent public consacré pour un étudiant de Sciences Po et un étudiant d'une faculté de droit comme la mienne, les écarts sont considérables. Et même au sein de l'université, les sommes de financement public consacrées à un étudiant en IUT et en première année de psychologie, je vous invite à comparer. J'aurais beaucoup d'autres remarques à faire, mais elles sont sûrement perfides. Alors, on va continuer par un sujet qui n'est quand même pas sans rapport avec le président, autonomie des universités et sélection. Monsieur Guizelin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci également à Pascal et à Raphaël de m'avoir convié à ce très beau colloque sur le droit à l'éducation. Alors, il me revient d'esquisser rapidement une approche historique sur la thématique autonomie des universités et sélection. Le lien entre autonomie des universités et sélection apparaît d'évidence. La composante pédagogique de l'autonomie recèle différentes facettes, parmi lesquelles la liberté de choisir les étudiants pour un établissement. L'approche historique que je vais développer sera focalisée sur la loi Faure et la loi Savary.
Je passe sur la situation qui prévalait jusqu'en 1968, avant la fameuse crise de mai 68, qui aboutissait à distinguer entre un segment non sélectif, pour l'essentiel les facultés, et un segment sélectif de l'enseignement supérieur, les grandes écoles déjà. Concernant les lois Faure et Savary, au-delà des apparences, leur mise en perspective révèle une forme de continuité. La loi d'orientation du 12 novembre 1968, en premier lieu, peut être présentée comme une loi de non-sélection, ou plutôt d'une sélection revisitée par le président Edgar Faure. Cette loi est muette sur la question de la sélection. Le titre 4 de la loi sur l'autonomie pédagogique n'y fait pas allusion. Il ne traite pas des modalités d'accès à l'université. Ce mutisme, qui est une forme de prudence après l'explosion de mai 68, vaut confirmation par le législateur de l'existant, la répartition de l'enseignement supérieur entre filières sélectives et filières non sélectives. Pour autant, la problématique de la sélection, au cœur des débats du printemps, a été présente dans les travaux préparatoires de la loi. Le rapporteur au Sénat, André Cornu, s'interrogeait en ces termes. L'autonomie pédagogique doit-elle aller jusqu'à la liberté pour les universités de fixer elles-mêmes, comme elles l'entendent, les conditions d'entrée de leurs étudiants? Un amendement de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale ira jusqu'à reconnaître aux établissements la responsabilité du recrutement de leurs étudiants et de leurs enseignants. Le retour au texte primitif, appuyé par le ministre, permit de passer finalement la question sous silence. En vérité, au-delà des positionnements des parlementaires, l'absence de toute disposition relative à la sélection s'explique par l'opposition quasi viscérale d'Edgar Faure au concept de sélection. Il peut être intéressant de revenir rapidement sur les raisons de cette opposition. Certaines sont immédiates et liées au contexte post-crise. Edgar Faure nous dit « Les bacheliers de cette année, celle de 68, ont acquis un droit qui doit normalement être respecté, celui d'entrer en faculté. » Il écrit aussi, il relève aussi le risque de réaction psychologique très inquiétante si les facultés ne sont pas ouvertes sur simple présentation du baccalauréat. Par ailleurs, un processus de sélection, s'il était retenu, ne pourrait échapper au risque d'arbitraire et d'approximation. Il mettrait également à mal le continuum nécessaire des études secondaires puis supérieures, très important aux yeux du président Edgar Faure, et renforcerait le clivage artificiel, l'expression est de lui, entre ces deux parties de la scolarité. Mais plus profondément, Edgar Faure met en avant les raisons politiques à son opposition à la sélection. Le projet politique de l'ancien président du Conseil, dont l'ouvrage « L'âme du combat » donne un éclairage particulièrement saisissant, vise à la désaliénation de l'homme. Edgar Faure nous dit « Pour mettre à bas tout ce qui limite l'homme dans les possibilités normales d'expression et d'expansion de sa personnalité, il faut viser l'égalité vraie d'échange. » Ça rejoint des débats de ce matin, impliquant un type d'éducation qui comporte la détection des aptitudes, l'éveil des motivations et permette l'orientation. Or, de ce point de vue, l'université faurienne, celle qu'Edgar Faure appelle de ses voeux, doit permettre de développer la dimension culturelle de chaque être. Ce positionnement explique une des composantes de l'idée faurienne d'université, la dimension culturelle. Il permet de comprendre l'entrée des universités dans la nouvelle catégorie des établissements publics à caractère scientifique et culturel. La qualification de professionnel viendra avec la loi Savary. Cette conception du rôle de l'université, cette philosophie politique de la réforme, conduit Edgar Faure à requalifier la sélection. Pour lui, je le cite à nouveau, « Le problème de la sélection existe bien, mais il porte un autre nom, un nom double. Il porte le nom de la qualification et celui de l'orientation. » Dit autrement, Edgar Faure voit dans la sélection la meilleure orientation de chacun après l'éveil de ses motivations et la stimulation de ses capacités. Reprenons rapidement chacune des deux qualifications au prisme faurien. La qualification d'abord. Il s'agit d'aider chacun, nous dit Edgar Faure, à atteindre sa qualification propre, sa qualification optima, et même toute la culture générale qu'il est susceptible d'embrasser. Culture générale qui, pour Edgar Faure, doit être une culture généralisée, c'est-à-dire ouverte au plus grand nombre. L'orientation ensuite, dans l'esprit du ministre, l'orientation, la bonne orientation, devient le relais nécessaire pour atteindre ce degré optima de qualification qu'il recherche pour chaque être. Le problème n'est donc pas de réduire le nombre total d'étudiants, nombre qui pour Edgar Faure est normal, il est de mieux assurer leur répartition
dans les diverses disciplines de l'enseignement supérieur. L'effort d'orientation devra donc être suffisant pour que les étudiants ne s'engagent que dans les voies qui leur conviennent, la mise en place de passerelles de dérivation, pour reprendre son expression, devant permettre en temps voulu des réorientations. Alors je passe sur le dispositif des stages d'orientation qui avait été imaginé par le ministre, décliné à l'article 21 de la loi et auquel il accordait une grande importance, le malheur ayant voulu qu'Edgar Faure étant parti trop tôt du ministère, ces stages d'orientation n'ont pas été mis en place, même s'ils étaient facultatifs pour elles, par les universités issues de la loi d'orientation. On comprend dès lors, en suivant les pas du président Faure, l'absence de prévision de tout dispositif de sélection. Pour autant, le silence de la loi vaut maintien du statu quo. La présence assumée d'un segment sélectif de l'enseignement supérieur aux côtés d'un segment non sélectif. Il est intéressant de noter qu'on trouve la trace de ce statu quo dans la première version de l'avant-projet de loi d'orientation datant d'août 68 de la main même du ministre. Il y est écrit ceci: les titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ont le droit de s'inscrire dans l'université près de laquelle ils ont obtenu leur diplôme. On retrouve ici le critère de proximité. Ils peuvent, la première année, choisir librement le département auquel ils entendent se rattacher, sauf, le texte ajoute, sauf en ce qui concerne les départements, tels que les grandes écoles, dont l'accès est subordonné à un concours spécial. Alors que cette partie du texte ne se soit pas retrouvée in fine dans le projet de loi d'orientation n'étonnera pas, elle devenait inutile dès lors que le chef de l'État, le général de Gaulle, avait refusé à son ministre l'intégration des grandes écoles dans les universités. L'évocation de ce texte n'en est pas moins intéressante puisqu'il consacre la dichotomie des filières sélectives et non sélectives, tout en établissant un pont avec la loi Savary. Alors beaucoup plus rapidement sur la loi Savary de 1984, elle se situe, notons-le brièvement, entre continuité et polémique. À l'instar de la loi Faure, la loi Savary a maintenu les segments sélectifs et non sélectifs de l'enseignement supérieur. À l'inverse de la loi Faure, les rédacteurs du projet et le législateur ont choisi de traduire cette situation dans la loi, opérant ainsi une clarification. La loi de 1984 prévoit en effet, en son article 14, le droit d'accès au premier cycle de l'enseignement supérieur pour tous les bacheliers. Il énonce que tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. De ce droit, le législateur déduit un corollaire, l'exclusion de toute sélection dans le traitement des demandes d'inscription en première année. Pour autant, le même article introduit une réserve à ce droit et le laisse de 2 dérogations. La réserve est territoriale. Le droit d'inscription du bachelier vise un établissement d'enseignement supérieur dont le siège se situe dans le ressort de l'académie où il a obtenu son baccalauréat. La première dérogation concerne les filières en tension. La deuxième dérogation concerne les formations traditionnellement sélectives, telles les sections de techniciens supérieurs ou les écoles, pour lesquelles une sélection peut être opérée suivant le même article 14. Comme en 1968, les travaux préparatoires ont donné une place importante au débat sur la sélection. On remarquera d'abord que les promoteurs de la loi ont traduit la philosophie faurienne. Cherchant à justifier l'interdiction de la sélection, ils ont mis en avant la justice sociale. Au regard des inégalités inscrites en profondeur dans la société française, limiter en quelque manière que ce soit l'accès à l'enseignement supérieur serait une erreur, nous dit l'exposé des motifs du projet de loi Savary. Surtout, jonction avec la philosophie faurienne, la dimension culturelle de l'université est mise en avant. L'article 1er de la loi précise notamment que le service public de l'enseignement supérieur assure à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture. Dès lors, rien ne saurait justifier que l'on refuse à certains la possibilité d'accroître leurs connaissances et de développer leurs aptitudes. Alors cependant, il y a une différence de taille entre les deux lois. Dans les débats préparatoires de la loi Savary, la sélection est devenue un objet de polémique, de très fort clivage politique. En effet, la droite parlementaire a contesté avec vigueur, dans les débats, dans les rapports, l'interdiction de la sélection. Et pour ce faire, elle a mis en avant la grave atteinte portée par le principe d'interdiction de la sélection à l'autonomie des universités. Dans le rapport sénatorial, il est écrit ceci: l'autonomie des universités, pourtant déjà restreinte, se trouve pratiquement supprimée. Elle prête aussi au gouvernement l'intention, par ce biais,
de diminuer le nombre statistique des demandeurs d'emploi au risque de faire des universités, l'expression est assez forte, des garderies ou parkings pour chômeurs. Le refus d'une sélection par l'échec est également exprimé avec le souhait de calquer pour les universités, c'est le point de vue de la droite donc, le modèle des grandes écoles qui pratiquent la sélection. Alors de cet argumentaire foisonnant, et ce sera mon mot de conclusion, une considération émerge. Le lien entre autonomie et sélection. Une pleine acception de l'autonomie pédagogique devra en effet permettre à un établissement d'enseignement supérieur, en son sein, de panacher sélection et non-sélection, certaines formations étant sélectives, d'autres non. Et c'est une forme de retour à l'idée forienne d'université, une université globalisée, promue par Edgar Faure, dans l'avant-projet d'août 68, combinant filières non sélectives et, par exception, filières sélectives. C'est aussi l'annonce de débats ultérieurs qui allaient très rapidement secouer les universités françaises. Merci pour votre attention. Monsieur Bernard, vous prenez la suite historique. Oui. Merci, Monsieur le Président. Oui, il m'incombe d'apporter un second éclairage sur ce lien entre l'autonomie des universités et la sélection, cette fois en privilégiant l'approche contemporaine. Alors, si après concertation avec Emmanuel Guizelin, nous avons souhaité placer en 1986 la coupure chronologique entre son approche historique et mon approche contemporaine, c'est parce qu'il nous a semblé qu'il y a une forme de continuité dans la politique d'affirmation de l'autonomie des universités depuis un peu plus de 30 ans. Cette quête d'autonomie n'était évidemment pas absente des lois Faure et Savary, comme Emmanuel vient de le montrer, mais une étape supplémentaire a ensuite été franchie, notamment pour les dimensions administratives, financières, juridiques de l'autonomie des universités. Alors, cette période est marquée par ce que l'on pourrait rétrospectivement appeler un faux départ, le projet de loi Devaquet abandonné en 1986, puis elle s'est traduite dans les lois Pécresse de 2007, Fioraso de 2013, et la mise en place des nouvelles formes expérimentales d'établissements d'enseignement supérieur par l'ordonnance de décembre 2018. Il me semble que si on s'efforce de porter un regard global sur le lien entre l'autonomie des universités et la sélection des étudiants au cours de cette période marquée par des interventions législatives répétées, 3 idées apparaissent. Il s'agit en premier lieu d'un lien qui est vécu comme étant a priori logique et initialement présent. Il s'agit ensuite d'un lien qui a été volontairement coupé. Et puis, il s'agit enfin d'un lien qui est susceptible de réapparaître, me semble-t-il, au cours des prochaines années. Et donc, ce sont ces 3 idées que je vais essayer de développer brièvement dans le tout petit quart d'heure maintenant qu'il me reste. Alors, pourquoi parler en premier lieu de liens logiques et initialement présents entre autonomie et sélection ? On sait qu'il existe différents degrés d'autonomie et que l'autonomie recouvre aussi différentes dimensions. Dans un tableau de bord de l'autonomie universitaire en Europe, l'Association européenne des universités avait proposé il y a quelques années une typologie de l'autonomie universitaire en distinguant 4 aspects: l'autonomie organisationnelle d'un établissement, l'autonomie financière, l'autonomie en matière de ressources humaines et l'autonomie académique. Et au sein de cette dernière dimension, l'autonomie académique, figuraient 2 marqueurs ayant directement trait à la sélection: la capacité pour un établissement à déterminer le nombre total de ses étudiants et la capacité à sélectionner à l'entrée de chaque cycle. Et selon ce standard européen, la capacité à sélectionner ses étudiants constitue donc un attribut assez naturel de l'autonomie d'une université. Et en fait, c'est cette approche classique qui était du reste très présente en 1986 en France. Si on en veut une preuve, on peut retrouver dans le discours de politique générale du Premier ministre Jacques Chirac en mars 1986 un raccourci significatif de cette conception, puisqu'il déclare « Dans l'enseignement supérieur, le principe d'autonomie doit être définitivement concrétisé, tant à l'entrée au moment de la sélection des étudiants qu'à la sortie au moment de la délivrance des diplômes. » Et ce n'est qu'ensuite qu'il ajoute « L'autonomie doit aussi aller de pair avec un allègement des structures universitaires. » Autrement dit, dans cette conception initiale, l'autonomie universitaire est en premier lieu comprise comme une capacité à sélectionner, et la question des structures n'est que seconde.
Alors, de fait, avant qu'il soit retiré dans le contexte que l'on sait du décès de Malik Oussekine et de l'importante mobilisation qu'il avait suscité, le projet de loi de Vaquet accordait une très large autonomie pédagogique aux établissements avec 3 principes. Un article 28 qui disposait « Les établissements publics d'enseignement supérieur déterminent librement les formations qu'ils dispensent et les diplômes qu'ils délivrent. Chaque diplôme porte le nom de l'établissement dans lequel il a été délivré. » L'article 30 précisait « Chaque établissement d'enseignement supérieur fixe les conditions de passage d'un cycle à l'autre. » Et l'article 31, après avoir rappelé que le premier cycle est ouvert aux titulaires du baccalauréat, indiquait néanmoins « Les établissements publics d'enseignement supérieur déterminent chaque année les conditions d'accès aux différentes formations en tenant compte des caractéristiques de ces formations, des aptitudes requises des étudiants et des capacités d'accueil de l'établissement. » Et au fond, c'est avec cette conception initiale assimilant autonomie et sélection que les responsables politiques français vont rompre à partir de l'échec du projet de Vaquet, faisant à partir de cette date preuve d'une grande prudence en s'efforçant en somme de gommer le lien entre autonomie et sélection. Alors, on perçoit une première trace de cette distanciation en 1993. C'est un épisode un peu oublié de l'histoire de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais juste après les élections législatives de mars 1993, une proposition de loi est déposée à l'Assemblée nationale et adoptée avec le soutien du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de l'époque, qui est François Fillon. Et il s'agissait, selon les auteurs de cette proposition, de rechercher l'assouplissement de la législation applicable aux établissements en s'inspirant en fait des marges d'adaptation qui avaient été données aux universités nouvelles créées au début des années 90 selon un mode dérogatoire. Alors, l'affaire fit long feu parce que le Conseil constitutionnel déclara la loi adoptée contraire à la Constitution au motif que le législateur avait méconnu sa propre compétence en matière de création de catégories d'établissements publics et qu'il n'avait pas assorti de garanties légales les principes constitutionnels de liberté et d'indépendance des enseignants-chercheurs, en autorisant d'une part le pouvoir réglementaire et les établissements publics à déroger aux règles constitutives, et d'autre part la seule autorité ministérielle à s'opposer de telles dérogations. Mais on peut néanmoins observer que c'était essentiellement aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par la loi Savary qu'il eût été possible de déroger. Alors, le lien est ensuite plus spectaculairement coupé entre autonomie des universités et sélection des étudiants avec la loi Pécresse. En effet, alors que la contestation montait du côté des syndicats étudiants au cours de l'été 2007, le président Sarkozy, dans un souci d'apaisement, décide de faire retirer du texte initial certains points qui lui paraissent particulièrement polémiques, notamment la sélection en première année de master. Et dès lors, la loi LRU développe l'autonomie au sein des EPSCP, mais en se concentrant sur d'autres dimensions que l'autonomie académique. Elle a transformé la gouvernance des établissements, elle a organisé la possibilité d'accéder aux responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de ressources humaines notamment. Mais les deux seules phrases de la loi LRU qui ont trait à l'accès des étudiants ne conduisent pas à franchir une étape supplémentaire sur la voie de la sélection, puisqu'elles se contentent d'affirmer « tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir au préalable sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation ». 6 ans plus tard, à l'issue des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, la loi Fioraso a procédé à des ajustements de la partie du Code de l'éducation consacrée aux universités, notamment pour créer les conseils académiques, pour faire de nouveau participer les personnalités extérieures du conseil d'administration à la désignation du président de l'université. Mais elle n'a pas non plus abordé la question de la sélection. Elle crée une obligation de coordination territoriale, elle crée un nouveau type de PSCP avec les communes, mais dans les 129 articles de la loi ESR, il n'y en a que 3 qui portent sur les formations et rien sur la sélection. Et on peut même remarquer que la loi de 2013 n'aborde pas la question qui commençait pourtant à se poser, mais qui est renvoyée à la loi de 2016, sur la sélection en master. Tout se passe donc avec la loi Pécresse, puis avec la loi Fioraso, comme si le législateur, pour mieux développer l'autonomie des universités
sur les plans administratifs, budgétaires et RH, avait souhaité presque occulter la dimension académique de l'autonomie, du moins ne surtout pas relier autonomie et sélection. Et les deux questions à cette époque peuvent du reste être traitées dans des textes qui sont proches chronologiquement. En 2018, il y a à la fois l'ordonnance sur les formes expérimentales et la loi OR, mais qui sont toujours des textes différents, comme si on ne voulait surtout pas relier les deux sujets. Et de la même manière, c'est dans les années 2000 et 2010 que se développent par exemple les bilicences, qui conduisent à rendre sélectives des filières qui ne le sont pas prises isolément, mais ce développement se fait indépendamment des textes législatifs que je viens d'évoquer. Enfin, dernier acte, l'ordonnance du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur ne déroge pas à cette mise à distance de l'autonomie et de la sélection. Elle crée deux nouveaux types de PSCP, la commu expérimentale, l'établissement public expérimental. Les EPE ont la particularité de pouvoir regrouper des universités qui, en quelque sorte, se dissolvent dans l'EPE et des établissements composantes, mais qui, eux, conservent leur personnalité morale. Ces EPE constituent bien une étape importante dans l'histoire de l'autonomie des universités, en particulier pour leur organisation interne, puisque chaque EPE peut faire ce qu'on pourrait appeler du sur-mesure statutaire. Bon. Mais là encore, le renforcement de cette autonomie sur le plan administratif juridique ne s'accompagne pas de dispositions nouvelles relatives à la sélection des étudiants. Donc, les réformes législatives intervenues depuis 2007 pour renforcer l'autonomie des universités n'ont plus jamais abordé de front la question de la sélection des étudiants. Au fond, tout a été fait après le précédent traumatisant du projet de Vaquet pour officiellement déconnecter autonomie des universités et sélection des étudiants. Mais, et c'est le troisième et dernier temps de mon propos, il n'est pas certain qu'il soit possible d'aller longtemps contre une certaine logique, a fortiori promue par les standards internationaux. D'où cette dernière série d'observations consistant à relever les facteurs propices à la réapparition de ce lien entre autonomie et sélection. Il me semble, pour aller très vite, qu'il y a deux facteurs qui sont de nature à renouer ce lien entre autonomie des universités et sélection des étudiants, et qui sont deux facteurs de nature très différente. Un premier qui est très concret, très juridique, et puis un second qui tient davantage au climat général. Le premier facteur tient aux conséquences de la sortie de l'expérimentation des établissements publics expérimentaux. Les EPE sont un succès, au moins sur le plan quantitatif, puisqu'une quinzaine a été créée en 3 ans, la plupart d'entre eux autour d'une ou deux universités, la plupart du temps une université préexistante. La question qui commence à se poser, c'est celle de la sortie de l'expérimentation. En effet, l'ordonnance de 2018 a permis que l'expérimentation puisse durer jusqu'à 10 ans, ce qui est une longue période pour une expérimentation. Mais l'ordonnance de 2018 a également permis une pérennisation plus rapide, puisque à compter de la 2e année suivant l'entrée en vigueur de l'expérimentation, les établissements peuvent demander au ministre chargé de l'enseignement supérieur qu'il soit procédé à leur évaluation par le HCERS et à sortir du régime expérimental avant donc le terme des 10 ans. Et l'ordonnance précise que c'est au vu de cette évaluation que l'établissement peut demander la pérennisation de ses statuts dans l'un des types existants de PSCP. C'est donc sans nouvelle intervention du législateur que les dispositifs expérimentaux vont être pérennisés et vont pouvoir basculer. En réalité, la plupart des EPE vont très probablement basculer dans la forme des grands établissements, puisque c'est la forme de PSCP qui est la plus proche des EPE. On peut même dire que cette voie de sortie de l'EPE en grand établissement est en quelque sorte préparée par l'ordonnance de 2018, puisque celle-ci va jusqu'à préciser que lorsque l'EPE se transforme en grand établissement, la personnalité morale des établissements composantes peut être maintenue, alors que cela ne s'était jamais fait, au sein des grands établissements, j'allais dire, traditionnels. Il y a donc fort à parier que dans les prochaines années, voire les prochains mois, puisque certains EPE ont déjà demandé à sortir de l'expérimentation, plusieurs nouveaux grands établissements
vont voir le jour. Alors, c'est d'autant plus remarquable que le législateur, en 2013, s'était évertué, après les assises de l'ESR, à refermer la porte qui avait été ouverte les années précédentes, puisque les années précédentes, l'Université Paris-Dauphine, les instituts polytechniques de Grenoble et de Bordeaux et l'Université de Lorraine, à l'occasion d'une fusion, s'étaient vu octroyer le statut de grand établissement. Absolument, au profit d'une forme sui generis d'établissement. Alors, ce mouvement d'extension de la notion de grand établissement avait été fortement critiqué lors des assises de l'ESR, et donc la loi Fioraso, en réaction, avait prévu que cette qualification de grand établissement ne puisse plus être reconnue qu'à des établissements de fondation anciennes et présentant des spécificités liées à leur histoire, ou bien à des établissements dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les 3 cycles de l'enseignement supérieur. Et donc ces critères ne vont pas être remplis par les nouveaux grands établissements issus de l'EPE. Alors pourquoi, en conclusion, ce mouvement attendu de création de nouveaux grands établissements issus de l'expérimentation n'est-il pas neutre au regard de la question de la sélection? Eh bien, parce que même si l'université de Nancy, de Lorraine, s'était bien gardée d'aller dans ce sens, il ne faut pas oublier que l'article L612-3 du Code de l'éducation dispose qu'une sélection peut être opérée selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'accès aux grands établissements. Et c'est du reste au regard de cette disposition que le Conseil d'État, dans un arrêt de juillet 2005, avait considéré que le gouvernement avait pu donner à l'Université Paris-Dauphine, transformée en grand établissement, la faculté de sélectionner ses étudiants à l'entrée du premier cycle. Autrement dit, la transformation d'un EPE en grand établissement est de nature à ressusciter un lien entre autonomie donnée aux universités et capacité à sélectionner si le décret instituant ce grand établissement le permet. Et puis, le dernier facteur, c'est évidemment le climat, avec au fond 2 interrogations. La première qui est, est-ce que l'étendue de l'autonomie organisationnelle, administrative, statutaire donnée d'abord aux universités, puis aux EPE, et naturellement permise aux grands établissements, n'est-elle pas de nature à ouvrir naturellement la voie à l'autonomie académique? Autrement dit, est-ce qu'on peut longtemps déconnecter autonomie administrative, financière, RH et autonomie académique? Et ce, d'autant plus que dans un grand établissement demain, une majorité de filières, non seulement les établissements composantes, mais également les filières sélectives traditionnelles de type IUT, sélectionnent. Et donc, au fond, dans un établissement où une majorité de filières sélectionnent, n'existe-t-il pas un climat naturellement propice à la généralisation? Et la deuxième interrogation est liée évidemment à ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que toutes les évolutions liées soit à la sélection à l'entrée du master, soit à Parcoursup, ont évidemment conduit à estomper la séparation qui existait entre filières sélectives et filières non sélectives il y a encore 10 ans, et là encore crée peut-être un climat propice à la reconnexion de l'autonomie des universités et de cette notion de sélection. Je vous remercie. Oui. Je ferai quand même une remarque, si vous me permettez. Je ne pense pas que ce soit la motivation de la sélection qui était le motif principal de création des établissements publics expérimentaux. En fait, le motif principal, c'était pouvoir garder des financements IDEX. Bien sûr. Bien. Bien sûr, mais par contre, la transformation des EPE en grands établissements peut cette potentialité.